Bonjour à tous et bienvenue pour ce épisode numéro 334 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le troisième volet de nos previews NBA après l'Est et après l'Ouest. Aujourd'hui, ce sont nos over-under, donc plein de petits paris stats ou pas stats, vous allez voir. On le fait avec Azad de QI Basket et du NBA Dreamcast Show. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour le troisième volet de nos previews NBA 2025. Aujourd'hui, c'est la grande messe des over-under. On va tout expliquer. Et aujourd'hui, se joint à nous, comme l'an passé, pour ce format, quelqu'un qui espère que Memphis va être très bon cette année pour une finale Boston-Memphis. Pourquoi ? pour être pour Memphis et pour Marcus Smart, évidemment. C'est Azad aujourd'hui. Comment ça va, Azad ? Eh ben, c'est bien. En vrai, on fait une grande messe un dimanche matin, en réalité. Donc, on est sur les timings, on est plutôt bon. Et c'est vrai qu'une finale Memphis-Celtics... serait pas mal. Et oui, en effet, je pense que s'il y avait une finale Memphis contre Boston, je serais pour Memphis, j'avoue. On est d'accord, hein, tu fais semblant d'être fan de Boston, mais t'es surtout fan de Marcus Smart, en fait. Les Verts s'en fichent un peu. Hein. Oui, c'est ça, mais ça explique beaucoup aussi mes lacunes en connaissance basket, vu que je suis fan d'un mec qui a un true shooting plus proche du 90 que du 100, ça explique toutes mes lacunes. Mais oui, non, je pense que je serais plus pour Memphis. Puis de toute façon, les back-to-back, ça existe plus en NBA maintenant. Les back-to-back, ça n'existe plus, comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh ben, que, à part si tu triches... Ah, de titre, de champion NBA, tu veux dire, pas de... J'ai cru les matchs en back-to-back, je pensais à Joel Embiid, là, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai que, Joel Embiid, oui, aussi, a dit non au back-to-back, mais non, je pensais plus au titre. Je sais pas, en fait, on a une question on a fait une Q&A avec Baptiste pour les previews de la saison prochaine, et on a une question qui nous demande, est-ce que les back-to-back, ça peut encore exister? Du coup, depuis hier, je me pose la question, est-ce que ça existe encore les back-to-back? Mais c'est vrai que Joel Embiid a dit non, en effet, ça existe plus. Bah, je pense que ça peut encore exister, mais en fait, c'est compliqué parce qu'il faudrait juste gagner 2 fois d'affilée le titre. Je pense que c'est le seul moyen d'arriver à faire un back-to-back au final. Mais bref, donc Azad du NBA Dreamcast Show que vous connaissez, de QI Basket, de Celtics Blog, de Télérama aussi. Il paraît que tu as commencé à bosser là-bas, de Marie-Claire. Non, de partout. Non, c'est quoi le mot en promo ? Donc c'est aussi des previews sur le NBA Dreamcast Show, c'est ça ? Ouais, normalement on enregistre une preview ce soir. En fait, on savait pas quoi faire comme preview, vu qu'il y a plein de différents formats et que bon, c'est pas non plus le truc le plus intéressant à faire parce que au final tu supposes plus que t'analyses entre guillemets. Donc on s'est dit plutôt que supposer sur des sujets différents, on va demander aux auditeurs de nous envoyer leurs questions sur la saison prochaine et on va essayer d'y répondre un petit peu au compte-goutte quoi. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça va être un épisode catastrophique, mais vu que je l'ai pas encore enregistré, je peux pas le dire. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que vous parlez aussi de WNBA, du coup, hein, sur le NBA Dreamcast Show, mais vu que vous parlez de WNBA, pourquoi vous appelez ça le NBA Dreamcast Show ? C'est vrai, c'est une très bonne question. J'en parlais à Baptiste. Parce que en fait, il suffirait de changer le nom à Dreamcast Show juste sans le NBA. Il suffirait. mais j'ai peur que les gens impriment pas, s'en rappellent pas qu'on aurait changé le nom et du coup continuent à l'appeler comme ça. Ouais. Non, j'ai une blague en tête, mais je vais pas la faire. Avançons. Le programme du jour, donc les over-under, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu qu'on fait en début de saison tous les ans depuis un an. Donc ça a bien marché l'an passé, donc on va le refaire cette année. C'est pour un peu compléter les previews comme on fait la conférence Est, la conférence Ouest. On essaie juste de dépeindre le champ des possibles. C'est vrai que moi je suis pas fan non plus des previews de lui va faire ça exactement, lui je prédis que ça va faire ça. C'est pas intéressant, mais par contre on peut s'amuser un peu avec des paris. Donc les over-under, qu'est-ce que c'est ? C'est en termes de paris. Par exemple, si je dis LeBron James 30 points et demi, est-ce que tu prends le over, est-ce que tu prends le under, et donc est-ce que tu penses qu'il va faire plus que 30 points et demi par match en moyenne, ou est-ce que tu penses qu'il va faire moins? Voilà un peu pour le principe. Et donc Azad, on fait comme l'an dernier, on prend plein de stats, plein de marqueurs, ça peut être stats ou chiffres en tout genre, hein, pour le coup, ouais. Mais c'est un peu une manière de faire des paris sur la saison, de rigoler un peu, et à la fin on fait le bilan, et je crois que j'avais gagné assez largement en plus l'an passé, donc ça va être la revanche pour toi cette année. 1, ouais, c'est ça, t'avais perdu de 1, exactement, bien vu. On n'est pas d'accord sur l'arbitrage, mais bref, est-ce que tu nous as déniché pas mal de bonnes choses cette année encore ? J'ai essayé d'avoir de l'inspi et je suis revenu pas mal 2 fois sur les mêmes choses que l'année dernière, du coup j'ai enlevé ces trucs-là.
D'accord, donc t'as pas bossé. Ouais, j'ai pas bossé, j'ai juste réécouté l'épisode, j'ai repris les mêmes, j'ai changé les chiffres et normalement on peut repartir là-dessus. Eh bien, allons-y sans plus tarder, puisque on en parlait un peu en antenne, là. On en a beaucoup trop par rapport au temps imparti, je pense. On va voir si on arrive à tout faire. Bref, Azad, ton premier over-under, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, j'ai 1,5 équipes avec moins 10 de Nate rating. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu des équipes de la saison dernière. Parce qu'il y en avait 3. Et t'en parles parfois un peu dans tes équipes historiques, dans les épisodes que tu fais un peu en rétro sur le fait d'avoir plus 10 de net rating, c'est assez rare et c'est assez historique. Mais du coup, à l'inverse, avoir moins 10 de net rating, c'est pareil, c'est assez rare et assez historique. Ouais. Et l'année, on en avait 3 des équipes comme ça. Même si je te coupe, hein, on en a parlé dans les bilans 2024, juste, allez, moi je disais il y en avait 4, parce qu'il y en a une qui était à 9,8 ou 9,9, je sais plus, mais c'était les 4 chevaliers de l'Apocalypse, et en effet, ça arrive quasiment jamais qu'on en ait une ou deux, alors 4 d'un coup, c'était assez incroyable, ouais. Ouais, il y en a 4, et du coup, ça tire le niveau vers le bas, ce qui fait que ceux qui sont, quand tu fais les choses relatives à la moyenne, ou même quand tu évalues les équipes relatives à la saison dernière, tu te rends compte que peut-être que les équipes qui ont l'air incroyables sur le papier en termes de rating et tout comme ça par rapport à la moyenne et tout, bah en fait c'était peut-être que l'année dernière on avait un peu une saison avec tellement des mauvais élèves que les bons élèves avaient l'air bien meilleurs qu'ils l'étaient. Et du coup je me demande si on va toujours avoir un peu ce nivellement vers le bas la saison prochaine, ou si justement après avoir une saison un peu catastrophique en termes de niveau pour les moins bonnes équipes, est-ce que du coup elles vont être un peu plus compétitives et du coup est-ce qu'on va avoir les grosses équipes qui vont peut-être un peu plus galérer, ou en tout cas qui vont pas avoir des aussi bons bilans et d'aussi bons ratings que l'année dernière. Et je suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que les équipes qui étaient mauvaises l'année dernière sont pas forcément grandement améliorées, et j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles équipes un peu qui les rejoignent aussi dans les combles de la NBA. Je pense par exemple à Brooklyn. Je me dis Brooklyn, ça a bien une gueule d'équipe qui va vraiment être catastrophique à regarder. Et après, je me dis, est-ce que Washington, Détroit, Portland et Charlotte, ça va être bien mieux? Potentiellement Charlotte, oui. Et encore, ça dépend quand même beaucoup de la santé de la Melo Ball. Donc, je me dis, il y a potentiellement encore pas mal d'équipes un peu pourries, quoi. Du coup, je pense que moi, je vais prendre le over sur le 1,5. Donc pour dire, l'an dernier, on avait Charlotte, Portland, Détroit, qui était catastrophique, et donc Washington aussi, qui était le 4e à, non pas moins 10, mais moins 9,7. Allez, moi je l'avais inclus là-dedans, parce que dans l'esprit, on était quand même un peu dans cette zone-là. Et je te rejoins, alors du coup, c'est un peu infacile, hein. Moi je vais prendre le over aussi, assez facilement, parce que, comme tu dis, il y a quand même des équipes un peu en jachère, hein, pour le coup. Tu vois, Washington, je m'attends pas à ce que ça soit beaucoup mieux, je pense même que ça va faire un peu du recel. Bon, Détroit, ça va être un peu mieux peut-être, mais Portland, je suis pas convaincu non plus. Comme tu dis, Brooklyn va venir peut-être se rajouter dans la danse. Alors, est-ce que ça va descendre jusqu'à moins 10? Je sais pas, mais ouais, je prends aussi le over, donc plus que 1,5, hein, c'est ça? Donc minimum 2 équipes, on parie sur minimum 2 équipes à moins 10, autour des moins 10 de net rating. Ok, très bien. À moins que tu aies autre chose à rajouter, est-ce que je peux proposer la mienne de première Azad? Bah, ouais, vas-y, fantastique. Bah tiens, tant qu'on est un peu dans, on va partir à l'extrême opposé, mais tant qu'on est un peu dans les victoires d'équipe et les fonds de jeu collectifs. Ok, ici, je fixe le over-under, la barre à 63,5. 63,5 victoires sur la saison. Est-ce que tu prends le over ou est-ce que tu prends le under? Oh, ça c'est beaucoup, 63 quand même. Hey. Ils ont fait combien l'année dernière? Ils ont fait 50 et quelques? L'an dernier, je vais aller voir ça en 2 clics. 57. Dans une seconde. C'est ça, ouais, 57. Bon, alors pour expliquer un peu, avant que comme ça tu gagnes du temps. Bon, pourquoi est-ce que je fixais la barre à ce point haut? C'est parce qu'en fait, je pense que OKC a totalement le profil d'une équipe qui peut incroyablement performer en saison régulière. Je pense qu'en plus en playoff aussi, je veux pas dire que c'est qu'une équipe de saison régulière, mais c'est une équipe jeune, tu vois. C'est une équipe qui est encore en début de cycle. C'est pas genre, je sais pas moi, Milwaukee, ça fait 5-6 ans qu'ils sont bons, ce genre de configuration. Genre Denver aussi, qui parfois lâche un peu des fins de saison ou des milieux de saison, on s'en fiche un peu. Je pense qu'OKC, ça a totalement le profil d'une équipe qui va aller à fond, un peu en mode Warriors à l'époque, tu sais, 2015 et 16. Donc il y a ça. Et en fait, c'est aussi le fait que on a des jeunes, on a des mecs qui sont pas encore blasés parce qu'ils sont encore dans leur dynamique de progression. Bon, Shai est déjà MVP, ou en tout cas calibre MVP, mais je veux dire, Jalen Williams, ça va progresser, Chet Holmgren, ça va progresser, Casey Wallace, ça va être aussi jeune là. Donc, ces mecs ont un peu quelque chose à jouer, quoi. C'est pas des vétérans d'une équipe qui est déjà candidat au titre depuis 4-5 ans. Donc ça, plus le fait que, déjà l'an passé, tu avais une équipe d'élite et tu rajoutes Caruso et Hartenstein,
contre rien en fait. T'as rien concédé, si ce n'est donc Josh Gidey, mais qui était plutôt, alors ça dépend des fois, mais plus de parfois négatif, parfois neutre, parfois un peu positif, mais on va dire que globalement tu perds pas tant que ça au change. Donc tu vois, j'ai envie d'être téméraire. J'aime beaucoup cette équipe, enfin sur le papier, mais surtout il y a un peu ce truc de, je pense que c'est le genre d'équipe qui va faire une grosse saison régulière, alors que à l'inverse, hein, tu vois, tu prends un Dallas par exemple. Dallas pour moi c'est typiquement le genre d'équipe qui performe en playoff, mais qui fait pas des énormes saisons régulières, à mon sens. C'est un peu ce genre de profil d'équipe à mon sens. Donc 63,5 je l'ai mis. Je vais prendre le over, même si on a vu qu'en début de saison, là, Hartenstein est blessé pour 6 semaines, donc ça un peu, ça m'embête un peu dès le début. Mais ouais. Je pense qu'on a potentiellement une énorme saison côté OKC. En vrai, je suis assez d'accord, mais je me demande si, du coup, le fait qu'ils aient déjà fait une grosse saison l'année dernière, qu'ils aient déjà un peu, peut-être pas surperformé par rapport au vrai niveau, mais ils ont déjà fait une saison régulière avec 57 victoires, est-ce qu'ils vont vraiment aller faire mieux que ça? Est-ce qu'ils vont continuer aussi à pas avoir de blessures et tout? Parce que l'année dernière, tout est allé un peu dans leur sens, même la réussite à 3 points, etc. Donc je me dis, l'année dernière, il y a déjà plein de choses qui sont allées dans leur sens, et ils étaient à 57 victoires. Là, est-ce que cette saison, ils vont avoir un petit peu encore la même chance, en tout cas la même, un petit peu, oui, c'est un peu de la chance, un peu la variance de leur côté. Moi, je suis pas sûr que, déjà, s'ils refont 57, ou même s'ils font 60, ce sera déjà bien. Du coup, moi, je vais prendre le under sur le 63. Ok, alors attends, je vais noter ça comme ça, quand on fera le bilan, on pourra être sûr que c'est moi qui ai gagné d'ici quelques mois. Pour l'an prochain. Comme t'as perdu la dernière fois, ouais. Juste pour te dire un peu l'argumentaire, en fait, c'est un peu comme les Warriors entre 15 et 16, tu vois. Je crois qu'en 2015, ils font déjà 67 victoires, un truc comme ça. Je dis pas qu'on est sur le même type d'équipe, hein, mais je sens un peu ce côté début de cycle jeune, et en plus, une équipe qui était déjà d'élite et auquel on rajoute 2 éléments incroyables avec Hartenstein et Caruso. Je me dis, ça peut aller péter très haut. Même au début, je voulais me dire, est-ce qu'on va aller, je vais mettre une ligne à 67,5 ou un truc comme ça. Mais je pense vraiment que ça peut aller péter très très haut. Mais comme tu dis, il faut aussi que ça dépende d'une certaine chance, réussite au niveau blessure, etc. Mais ok, eh bien faisons comme ça. Donc je peux te lancer. Quel est ton deuxième over-under du jour? 39. Le usage rate de Trae Young sur Cleaning the Glass. Est-ce que ça va aller taper les 39 ou pas? Alors c'est quoi l'usage? C'est quoi l'usage? Alors, c'est celui de Cleaning the Glass, il est différent parce qu'en plus il prend en compte le passing, du coup c'est pour ça que j'ai préféré prendre celui-là, et je suis parti sur 39 qui est du coup son volume un peu d'utilisation et de finition de création, parce que c'est celui qu'il avait en 2021-2022, qui est un peu sa saison phare entre guillemets, là où il a fait probablement une des meilleures saisons offensives. De toute façon, vous en aviez parlé avec Baptiste des dernières années, et puis même lui sa meilleure saison en carrière. Et maintenant qu'il n'y a plus des gens de Téméré à côté de lui, je pense qu'il va avoir un plus gros volume qu'avant. Je pense que Quinn Snyder va vraiment pousser un petit peu au plus possible la création pour voir à quel point ça peut générer de l'attaque avec les pièces qu'ils ont ajoutées autour de lui. Et du coup, moi, je pensais que potentiellement Atlanta pouvait être une des meilleures attaques de la ligue, et aussi que Trae Young va vraiment redevenir un peu ce joueur héliocentrique qui s'approche des 40% d'usage de Cleaning the Glass. Et en gros, 40% d'usage l'année dernière, c'était seulement Luka Doncic. Du coup, j'ai mis la barre à 39, juste en dessous. Et je me dis que ça peut être potentiellement le type de saison qui se dessine pour Trae Young. Ouais, alors pour expliquer, puisque tu ne l'as pas fait, usage c'est le volume de responsabilité, hein, grosso modo. Donc à quel point est-ce que tu finis les actions, mais c'est un peu le volume de responsabilité. Et donc ouais, en effet, alors tu fais des trucs faciles, hein, j'ai l'impression. 39, ça m'a l'air assez facile. Je vais prendre le over aussi, je pense relativement facilement, pour plusieurs raisons, qui est que on l'a déjà vu à 39%. Donc ok, et en plus ça continue un peu d'augmenter d'année en année, hein, l'usage moyen, on va dire, continue un peu d'augmenter. Vous prenez les standards d'il y a 10 ans, c'est pas pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans vous étiez à 29%, c'était énorme. Là cette année c'est vous êtes une star un peu banale, que vous êtes top 20 avec 29%. Donc ouais, je vais prendre le over aussi. Donc toi aussi tu prends l'over, hein. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Et on vous invite aussi à jouer avec nous, avec les over-under d'ailleurs. Faut qu'ils nous envoient leur grille du loto. Comme ça après. Non mais justement, je vais voir. Est-ce que si Garincha tu m'entends, tu écoutes les podcasts, parce que Garincha c'est celui sur le Discord qui nous fait notre très beau site internet où on peut faire des classements pour le top 100 et tout pour les auditeurs. Donc je vais voir si on peut pas organiser un truc là pour faire un concours des over-under, ça pourrait être pas mal. J'y pense que maintenant, mais voilà, Garincha si tu m'écoutes, sinon regarde tes DM. mais ok. Très bien. Eh bien, j'avance. Tiens, je vais aller sur celui-ci.
Celui-ci qui m'a l'air assez intéressant aussi. Wembanyama. Est-ce que tu connais Wembanyama, Azad, ou pas? Wembanyama, celui que tu as cassé dans le top 100. 28,5 en termes de points par match. Ça a marqué les auditeurs. Hein. 28,5 points par match. Est-ce que tu prends le over ou le under? C'est énorme, 28,5. Il était à combien l'année dernière? Eh bien, l'an dernier, il était autour des 2 points par match. Non, attends, c'est le temps que je regarde. 21,4 il était. 21,4. Et sachant que c'est la moyenne de l'année complète, 21 points et demi sur l'année complète, je pense que si on prend, et je vais essayer de le faire en 2 clics, mais si on prend juste la fin d'année, c'est prise de responsabilité énorme et tout, qu'on enlève le début de saison timide, le milieu de saison où il jouait 20 minutes par match parce que Popovic voulait le mettre un peu dans du formol. Fin de saison, il était à 23 sur toute la fin d'année à partir du 20 janvier, mais je pense que même si on prend un peu après, on aura plus. Mais ouais, non, mais en fait, pour te dire, je mise un peu sur explosion offensive. Et c'est vrai que ce qu'on a vu en mars, c'était quand même mars-avril assez dingue hein, finalement. Donc tu vois, si on prend un peu les box scores un peu classiques, bah, à partir du mois de février-mars, il fait des 10 sur 14, 10 sur 21, 11 sur 17 au tir, 14 sur 26, 11 sur 24, enfin beaucoup de fois où il dépasse un peu les 10 tirs marqués en termes de field goal, plus tous les lancers francs, plus les 3 points. Donc 28,5, t'as le droit de prendre en dessous, hein. Je te laisse décider. Ouais, en dessous, ouais. 28,5, ça me paraît énorme. Genre, c'est rare les saisons à plus de 28 points par match quand même. Donc tu crois moins au côté explosion immédiate, toi, pour le coup, alors? Et ben moi, c'est marrant parce que j'en avais un sur Wembanyama. Du coup, aussi, forcément. Ah bah alors, vas-y. Attends, alors juste jeudi, comme ça, quand on se réécoute pour vérifier. Je prends le over, moi. Je prends le over. Ah ouais, mais toi, ça y est, genre, pour un dimanche matin, t'es brûlant. Hein. Ouais. Allez, vas-y, enchaîne. Du coup, moi, j'avais 102 sur Wembanyama. Ouais. Oh, bah facile. Le True Shooting Plus, c'est ça? Ouais. Tu penses que ça fait quand même une évolution de plus 5 comparé à celui de l'année dernière qui était à 97. Tu penses que 102 c'est facile pour lui? Alors, juste pour expliquer, True Shooting Plus, c'est... Vas-y, explique. Vas-y, tu fais mieux que moi. Non, tu fais mieux que moi, le professeur, en plus, donc je te laisse. Juste pour expliquer, le True Shooting Plus, c'est efficacité relative à la moyenne, donc l'efficacité qui est évidemment le truc le plus important en basket. Et ouais, l'an dernier, il était à moins 3. Il va pas, là, tu fixes à plus 2. Pour dire plus 2 pour des standards de stars, c'est bien, hein, c'est au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus génial. Et pour t'expliquer pourquoi moi je prends le over, donc plus que 2% assez facilement, déjà sur la fin d'année, il commence à se rapprocher de la moyenne en termes de scoring, mais surtout, en fait, je pense qu'on va arriver un peu plus à débloquer déjà en termes de spacing autour de lui. Donc j'espère qu'il va un peu plus aller au panier. Et puis surtout, en fait, on va aussi potentiellement, hein, pourquoi pas, avoir un Vassell un peu mieux qui peut au moins mobiliser 2 joueurs sur pick and roll, et pourquoi pas aussi un Chris Paul. Bref, en fait, essayer un peu de débloquer tout ce qui est finition, catch and finish, sur lequel il est génial. Et en fait, ne serait-ce que sur cet aspect-là de catch and finish, de points faciles sur de la finition pure, je pense qu'on peut beaucoup booster son efficacité générale à mon sens. Ouais, je m'étais mis la barrière à 102 pour faire plus 5 par rapport à la saison dernière. Mais peut-être que oui, ça peut aller chercher plus loin. Après, je me demande à quel point aussi ils vont pas continuer à lui laisser de la création, ce qui va probablement un petit peu défoncer son efficacité, quoi. Ouais, je pense que... Ok, donc tu prends over quand même. Moi, je prends under sur là-dessus. Je pense que c'est encore une saison. Tu prends under, ok. Je pense que c'est encore une saison un peu labo qu'ils vont faire et il va y avoir un peu du déchet. J'imagine pas. Enfin, surtout quand j'ai vu jouer au JO et même m'être un peu replongé dans la saison l'année dernière, pas autant que toi. Ouais, je pense qu'il y aura quand même encore pas mal de déchets et d'essais, ce qui fait que déjà s'il arrive au-dessus de la moyenne, ce sera déjà un beau progrès. En vrai, 102 c'est déjà plus 5 comparé à l'année dernière et c'est au-dessus de la moyenne, donc ce serait, s'il garde son usage qui est énorme, ce sera toujours mieux qu'Anthony Edwards, quoi. Tant qu'on est là-dedans, j'ai capté ta blague, hein, mais j'avance. Tant qu'on est là-dedans, dans ce thème-là, bon, je note under pour toi avant même que je propose. Wembanyama, 0,5 trophée de MVP en juin prochain. Ah ouais, non mais d'accord, oui, toi tu t'es réveillé pour vraiment... Non, je sais pas, je te propose. Est-ce que tu prends over ou under? Tu fais ce que tu veux. Under. Under. Je pense que la raison voudrait under. Je pense que la raison voudrait under. Mais je sais pas. J'en ai aucune idée parce que... Tu pourrais faire over-under 1,5 trophée individuel. Il peut prendre le MIP, il peut prendre le Defensive Player of the Year, il peut prendre une All-NBA First Team, une All-Defensive Team.
Du coup, tu pourrais faire un over-under sur le nombre de trophées. Alors attends, on y va, on le fait. Vas-y. On le fait tranquille. MIP 0,5 MIP, over under. Over. Moi je prends over aussi, ouais. Over, on est d'accord. Sélection All NBA, tout court. All NBA tout court. Over under. Over. Ok, je suis d'accord aussi. All NBA First Team. Under. Il y a Jokic quand même. Bah, c'est un peu le truc, mais je crois qu'il y a plus de limitation, non sur les postes. Ah ouais, si quand j'ai même, pas de First Team, bêtises. ça me paraît énorme. Surtout dans une équipe qui va gagner genre 30 matchs. Écoute. Moi, je prends over MVP et over All NBA First Team. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est Wembanyama. Alors déjà, je pense que premièrement, il peut y avoir une explosion et qu'on sous-estime toujours à quel point l'explosion, elle vient et elle vient forte. Restez branchés, on va en parler bientôt dans le Basket Lab. Mais surtout, c'est Wembanyama. Tu vois, quand on voit à quel point ça a pu marcher pour le Deepoy, où effectivement, il a beaucoup progressé. Je te rappelle qu'il a fini 2e au Deepoy. Donc je crois aussi pas mal un peu en la force du narratif, et non pas que ce soit une mauvaise chose, mais tu vois un peu, voilà, t'as un Derrick Rose très jeune qui débarque en NBA, qui d'un coup est très, très fort, très jeune. Bon, ben ça s'emballe un peu, il a le MVP, alors que clairement, bon, il est en dessous de Dwight Howard, en dessous de LeBron James, etc., quoi. Donc je dis pas, ce sera le meilleur joueur de NBA. Je dis, est-ce que il peut finir l'année? Scénario optimiste et tout, ça s'emballe, tu vois, ça fait 50 victoires, et puis, je sais pas, je me méfie un peu de cette explosion, plus le narratif, en fait, tu vois. Ouais, ok. Bah déjà, le MIP, ce serait genre... ce serait un gros truc, hein. Pour un mec qui a été Non, rookie de MIP, l'année. c'est sûr. C'est sûr. MIP, alors, mes deux mains à couper, il est MIP. Quoique mince. Ça va être chiant pour faire des podcasts après si. Ok, à toi, je t'en prie. Ok, bon, moi j'ai un truc beaucoup moins drôle du coup. Zubac, plus ou moins de 15 points par match la saison prochaine, avec Harden, plus de 12 passes décisives. Un peu, c'est le over-under sur le duo Harden-Zubac, vu que le reste de l'équipe... Alors, redis quoi? Redis Zubac et Harden qui font quoi? Pardon, j'ai pas compris. Zubac, Zubac 15 points par match et Harden 12 passes décisives. Ok. Et alors, tu nous dis quoi? Pourquoi tu parles de ça? Bah, parce que je pense qu'on va retrouver un Harden un peu héliocentrique dans le sens création, vu que à côté de ça, aux Clippers, avec Kawhi qui est blessé et Paul George qui est parti, va pas y avoir grand chose d'autre. Et je trouve que le duo Zubac-Harden fonctionnait plutôt bien sur pick and roll. Du coup, je me dis qu'on peut retrouver peut-être un peu la meilleure saison de Zubac qu'il va avoir dans sa carrière. Et du coup, le voir exploser à plus de 15 points par match alors qu'il a jamais fait plus de 10 points par match en carrière. Et du coup, retrouver un Harden beaucoup plus passeur, vu qu'il peut plus aller au cercle, va falloir qu'il fasse autre chose. Et du coup, retrouver un Harden aussi très passeur, et du coup, je mettais le over-under sur 12 passes décisives. Ok, donc 12 passes décisives. Tu prends le over ou under du coup par rapport à ça? Je prends le over sur les deux. Ok, et moi je prends under pour les 12 assists pour Harden. C'est un total qu'il n'a jamais fait. Et en effet, il va un peu avoir les rênes de l'attaque, mais à mon sens, mais il est quand même vieux, quoi. Certes, il est un peu tout seul, mais il est quand même un peu vieux. Et puis de l'autre côté, Zubac, le problème de Zubac, c'est un peu le minutage, j'ai l'impression. Et tu vois, cette année, il avait un peu baissé en minutage. Il était à quoi, au 25-26 par match cette année de mémoire. Ouais, mais il n'y a plus Plumlee. C'est vrai. C'est Kai Jones, son backup. Ouais, effectivement. Cette année, il était à 12 quasiment. C'est intéressant. Je vais peut-être... Non, je prends le under, je pense. Je prends le under. Allez. Le mec qui était téméraire sur Wembanyama MVP, mais pas sur 2 points par match en plus pour Zubac. Ok. Over. Et de l'autre côté, under. Ok. Donc, à moi, on va aller dans le collectif. Si je te dis, les Suns, l'attaque des Suns, le rang de l'attaque des Suns, j'ai mis 2,5. Est-ce que t'avais aussi un truc sur l'attaque des Suns? Ah ouais. Bah, arrête de dire ah ouais, t'as juste à prendre over ou under si c'est trop choquant. Mais non, mais faut qu'on fasse un truc un peu radiophonique, tu vois, sinon il y a pas de surprise, les gens ils vont se faire chier déjà qu'on enchaîne juste des chiffres là. Ah oui, pardon. Mais ah ouais, 2,5. Ah ouais, non, je pense pas quand même. 2,5. Est-ce que tu penses qu'ils seront dans le top 2 ou pas en termes d'attaque? Non, je pense qu'il y aura dans tous les cas dans le top 2, il y aura Indiana vu qu'ils font que courir. Je sais pas, j'imagine plutôt genre les Bucks ou Boston dans les 2 premiers. Je pense que les 5 premiers ça peut jouer, mais les 2 premiers ça me paraît un peu risqué quand même comme over-under. Donc je vais dire under. Ok.
Donc tu dis under pour expliquer un peu le raisonnement. Je pense qu'on a vu de très très belles choses de la part de Phoenix l'an passé, par séquence. Malheureusement, c'est que par séquence. Ça manque un peu de spacing, ça manque un peu de 2-3 trucs, mais les très bonnes séquences étaient géniales. On rajoute le fait que Budenholzer arrive là-dedans, et je crois très fort en la capacité d'optimiser les attaques de Bud. Faut se rappeler qu'il arrive à Milwaukee, il fait exactement ça. Il arrive à booster l'attaque des Bucks juste en se ramenant. Et ok, il y a Brook Lopez, mais je veux dire, le travail d'optimisation qui a été fait était quand même assez génial. L'attaque et l'équipe passent de on est 8ème de conf, on perd contre Terry Rozier, et on devient meilleure équipe de NBA quasiment en 2019. Et puis il avait déjà fait aussi pareil aux Hawks, tu sais, la fabuleuse saison 2015 chez les Hawks. Alors il était là depuis quelques temps, mais je veux dire, chez les Hawks, il arrive à bâtir une équipe d'élite et une attaque d'élite, alors que c'est Jeff Teague, c'est Al Horford et c'est Paul Millsap, un peu les têtes de proue. Je pense que ça peut être un point de bascule. D'ailleurs, c'était mon point de bascule pour les Suns. J'ai envie de croire à ce côté. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec Devin Booker dans son prime, Kevin Durant encore pas du tout cuit, Bradley Beal qui est quand même pas mal du tout aussi, plus est-ce qu'il va se mettre à faire shooter Nurkic, ou alors à faire jouer des pivots ou des plus petits en pivot avec du spacing optimal. J'y crois beaucoup, donc je vais prendre le over. Je prends le over, tu prends le under. Mais alors, ça me permettait d'enchaîner aussi, vu que tu as parlé d'Indiana. J'en avais un sur Indiana aussi. Si je fixe à 2,5 le rang de l'attaque, tu avais l'air de dire ils vont être top 2. Moi, j'étais pas sûr, donc ça me paraissait intéressant ce truc-là. Est-ce qu'il va pas y avoir un peu un contre-coup, un effet adaptation ou pas? Donc une Sacramento un peu. Un peu en un sens, ouais. Le côté, contre Indiana, personne va attaquer le rebond offensif, on va juste revenir en défense, et maintenant on est prévenu. Un peu ce qui s'est passé avec les Kings de, ils font plein de cuts au panier, on va blinder le panier, il n'y a pas de cut, quoi. Je sais pas, peut-être que ça va chuter, peut-être que ça va chuter juste un peu, peut-être beaucoup, mais même si c'est juste un peu, j'ai presque envie de dire, ils vont pas être dans le top 2 de NBA en termes d'attaque, moi. Ah, mais du coup, s'ils sont pas dans l'élite de l'attaque, elle va être compliquée leur saison régulière, parce que défensivement. Non, mais ils peuvent être top 5, hein. C'est quand même encore élite, mais pas forcément top 2, quoi, tu vois. Ouais. Alors, moi, je pense quand même, c'est moins, déjà, il y a plus de talent qu'à Sacramento. Et il y a un peu plus de variété. C'est pas que des mecs qui courent. Ah ouais. C'est quand même beaucoup des mecs qui courent, mais c'est pas que des mecs qui courent. Du coup, je pense que quand même, ça restera dans les 2 meilleures attaques de la NBA la saison prochaine. Ok, ça marche. Et donc, à toi, je t'en prie. Et du coup, moi, sur Phoenix, histoire qu'on finisse là-dessus. Ah, pardon, excuse-moi. Moi, j'avais 10e dans le top 10 en fréquence de tir à 3 points. Phoenix, la fréquence de tir à 3 points. L'année dernière, je crois qu'ils sont 25 ou quelque, c'est une équipe qui prenait pas beaucoup de 3 points la saison dernière. Pas beaucoup de tirs aussi au cercle. Et justement, je pense qu'avec Bud, ça va potentiellement un peu modifier leur approche de l'attaque de manière collective et la répartition des tirs. Mais du coup, c'est intéressant parce que même si t'as changé le coach, les joueurs stars, les créateurs primaires restent des mecs qui sont beaucoup dans la zone du mi-distance. Ouais. Du coup, à quel point tu vas pouvoir... Parce qu'en gros, ces tirs-là, souvent, ils sont ouverts en réalité. C'est pas des tirs qui sont extrêmement défendus de mi-distance. Et c'est 3 joueurs qui attaquent beaucoup cette zone-là. Du coup, à quel point, Bud va réussir à faire que cette attaque ressemble à une attaque de Budenholzer, en sachant que les 3 créateurs primaires sont plutôt des mecs qui évoluent dans le mi-distance. Je pense que c'est là où c'est intéressant d'ailleurs à suivre le coaching de Bud et l'attaque des Suns la saison prochaine, c'est parce que c'est pas vraiment une attaque, c'est pas vraiment un effectif que Budenholzer a déjà coaché. Il est très différent de celui des Bucks où il y avait un peu Giannis et des pièces autour très analytics oriented entre guillemets avec Brook Lopez. Bon après Middleton prenait pas mal de mi-distance, mais c'était pas un si gros volume que Bill, Booker et Durant. Et l'équipe des Hawks était aussi c'était plutôt un collectif encore une fois, très orienté sur les analytics, que ils prenaient que les shoots qui étaient rémunérateurs, entre guillemets, comme pour ce qu'ils faisaient par rapport en défense aussi. Du coup, je me demande à quel point ils vont pouvoir changer un petit peu ce régime de tir qu'ils avaient, qui était vraiment à l'opposé de ce que fait Budenholzer d'habitude. Donc, beaucoup de mi-distance, peu de tir au cercle et peu de tir à 3 points. Et donc, 10e en fréquence de tir au niveau du 3 points. Tu prends le over ou under, alors? Et du coup, je prends le under. Donc Pour toi, ils sont pas dans le top 10, alors? Ok, alors je prends le over. Donc ils seront dans le top 10. Parce que c'est compliqué, parce que du coup, s'ils sont dans le top 10, ils seront du coup 9e, 8e, qui est moins de 10. Mais oui, je vais dire qu'ils sont dans le top 10, voilà. Faut que ce soit plus clair. Ok, ouais, je vais noter comme ça, je vais pas dire over-under, je vais noter top 10 ou pas top 10.
Et donc les Suns l'an passé étaient 19, ouais, en effet. Ouais, je vais prendre le top 10 moi aussi. Ils sont dans le top 10. Où est-ce qu'on peut aller? Tiens, on peut rester encore sur des équipes. Je vais te proposer les Sixers. La défense des Sixers, 3,5 en termes de rang. Le rang des Sixers, 3,5. Est-ce que tu prends over, ils sont dans le top 3? Est-ce que tu prends under, ils sont pas dans le top 3 en termes de defensive rating cette saison? Ça va être compliqué avec 40 matchs de Embiid, 40 matchs de Paul George et 82 matchs de Tyrese Maxey. Donc ouais, non, je prends pas top 3. Hein. Tu le prends pas, tu t'y crois pas. Je prends pas top 3, mais à cause des blessures. Ok. Si tu me dis top 3 sur les minutes où il y a Embiid, Paul George et Maxey, je prends le top 3. Mais vu que ces minutes vont pas assez exister dans la saison régulière, c'est pour ça que je prends pas. C'est plus lié aux blessures qu'à l'effectif. Parce qu'en réalité, l'effectif est parfait défensivement, entre guillemets, même en plus offensivement je vois des limites, alors que défensivement d'avoir ajouté un Paul George autour de Maxey et Embiid, en gros comme Max un peu défensif avec du coup toutes les qualités qu'on peut connaître d'Embiid sur la défense de drop, la protection de cercle, tu rajoutes à ça des joueurs qui sont plutôt connus pour ça aussi, Kelly Oubre, Caleb Martin, tu te dis putain, t'as quand même un effectif qui est défensivement hyper impressionnant sur les aides, sur les porteurs de balles, sur la protection de cercle. Le problème, c'est qu'ils vont jamais jouer, quoi. Enfin, ils vont pas assez jouer tous ensemble pour être top 3 sur une saison régulière entière. Ok, donc Azad, pour vous servir, l'effectif défensivement est parfait, mais il sera pas dans le top 3. Donc belle maîtrise. Pas parce qu'ils vont être blessés tout le temps. Oui, mais c'est pas parfait alors. Non, mais je te charrie. Oui, c'est vrai que c'est pas parfait pour le coup. Je te charrie, mais moi, c'est un peu le raisonnement le même raisonnement que toi. C'est-à-dire que tu vois, l'an passé, il n'y avait pas Embiid pour pas mal de matchs, pour 50 matchs, je crois. Les mecs sont 11e en termes de defensive rating. Donc ils sont quand même aux portes du top 10, sans Embiid une grosse partie de l'année, et sans Paul George, et sans Caleb Martin, et sans Kyle Lowry qui arrivait que à la fin. J'avoue que moi, j'ai un peu le confiance aveugle, même confiance aveugle que je fais à Bud en attaque. J'ai beaucoup confiance. Pourquoi tu te marres quand je dis Kyle Lowry? C'est pas très gentil. Parce qu'il a 36 ans. Non, mais Nick Nurse. Mais tu l'as vu la série contre les Knicks ou pas? Il est nul en attaque, mais en défense, c'est un génie ce mec. Bref. Nick Nurse, j'aime beaucoup ses schémas, j'aime beaucoup sa défense, et je pense qu'il y a moyen que un peu le seul où il y a que un ou deux maillons faibles défensivement, en tout cas pas top, que ce soit un peu maxé, ou alors peut-être Gershon Yabusele, je sais pas qu'est-ce qu'il vaut en défense NBA, dans l'espace NBA, j'ai pas regardé moi, je connais pas trop l'Europe donc je peux pas dire, mais c'est vrai que tu vois les ajouts de Paul George qui est peut-être le meilleur ailier en défense off-ball de NBA qu'on ait encore aujourd'hui, ou un des 2-3 si vous voulez, protection de panier, les close-out, le volume, etc. Plus Caleb Martin aussi qui est arrivé là-dedans. Je mise là-dessus. Je vais dire over, donc dans le top 3. Et toi, tu dis ils sont pas dans le top 3, c'est ça? Non. Ok. Eh bien, je note tout ça. Moi, je fais confiance à Kyle Lowry, la légende. Et donc, je te renvoie la balle. Qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben, moi, en vrai, c'est de la merde. Je vais me dire que c'est illisible comme stat. Mais j'avais les minutes des Bucks où Lillard et Giannis jouent, plus 125 d'offensive rating. Je n'ai aucune idée à quoi ça correspond. Ils étaient l'année dernière, ils étaient à 123 ou 124. D'accord. Donc j'augmente un peu le curseur en sachant qu'il y avait un peu la réussite à 3 points de leur côté quand même la saison dernière. Sur ces minutes-là, tu vois, ils sont à 38,5% à 3 points. Donc je me dis potentiellement genre ça va un peu se péter la gueule, mais d'un autre côté, je me dis la synergie entre les deux peut être encore mieux travaillée. Du coup, ça peut aussi augmenter. Et c'était surtout pour parler un petit peu du duo Damian Lillard Antetokounmpo qui pour moi c'est un peu une machine à péter les défenses quoi. Et du coup 125 d'offensive rating quand les deux sont sur le terrain, ça me paraît pas si déconnant qu'en l'année dernière avec une synergie un petit peu frauduleuse, ils étaient déjà à 124 123. Après mon problème c'est que je crois toujours pas au coach quoi. Je crois toujours pas au coach et je crois pas vraiment au reste de l'équipe non plus. Mais bon, je me dis, les deux sont tellement destructeurs à deux que finalement, si la synergie des deux fonctionne, ça peut suffire à être une attaque d'élite quand ils sont sur le terrain.
Est-ce que quand tu jouais aux chaises musicales, t'étais le mec, je suppose, hein, que t'étais un peu le mec qui restait autour de la chaise et qui allait pas trop loin, quoi. Tu dansais pas vraiment, tu faisais semblant, mais tu restais autour de la chaise, non? Pourquoi 125 c'est pas assez, c'est ça? Bah, je sais pas, on a eu une saison complètement nulle de Lillard l'an dernier et tu me dis qu'ils étaient à 123 ensemble. Là, tu dis ouais, 125. Bah, oui, en fait, tu t'envoies Je m'envoie des points gratuits, c'est ça? Ouais, 127. Tu t'envoies des softballs pour taper facilement, quoi. Allez, 127. Allez, voilà, 127. 127. Alors, 127. Alors là, c'est intéressant. Ah ouais, là, voilà. c'est un dilemme. Alors, qu'est-ce que tu fais, 127? 127, je garde au-dessus. 127, c'est intéressant. Ouais. 127, c'est quand même élite de chez élite. Là, je prends le under, moi, pour le coup. 127. Et voilà, super, ça fait la Je pense que je prends le under. Fantastique. Ça prend Wembanyama MVP, mais ça prend pas 127 de version rating. Non, mais je t'avoue que je suis un peu perdu parce que je les connais pas de tête, ce genre de rating individualisé à 2 joueurs simplement. Mais je crois quand même que j'ai un peu de tête que c'est quand même haut, hein, 127 pour le coup. Je vais essayer d'aller voir, mais notamment, tu vois, si on prend Dallas, Luka Doncic et Irving, par exemple, je crois qu'on était à 120, 122, un truc comme ça. Pas beaucoup plus. Donc 127, ça me paraît quand même très très haut pour le coup. Donc Irving et Doncic, l'an dernier, 123 ensemble, tu vois. C'est un duo comme un autre, hein. On aurait pu en prendre d'autres, des duos, mais ça me paraît beaucoup. Alors 125, j'aurais peut-être pris 127, ça me paraît un peu haut, donc je prends under. Mais tu peux changer d'avis, hein, si tu veux, tu peux prendre under aussi. Non, mais c'est bon. Je prends over 127. Je me ferai un t-shirt avec une fois que j'aurai gagné. Ouais, t'inquiète. D'ailleurs, faut que je me fasse un t-shirt. Tu abandonnes le point donc. Moi, t'inquiète, j'ai gagné l'année dernière, hein, oublie pas quand même. Tant qu'on est là-dessus, Lillard, j'en avais un aussi pour lui. Lillard, je sais pas si tu vas prendre over under, tu fais ce que tu veux. Lillard 110 de True Shooting Plus. Donc Lillard plus 10% d'efficacité relatif à la moyenne. Pourquoi est-ce que je fixe la barre à 110? C'est parce que il nous a habitués à ce genre de performance et ce genre de surplus d'efficacité incroyable. C'est un mec qui a été top 5 attaquant NBA à mon avis avant d'aller aux Bucks. On sait qu'il a eu une année compliquée aux Bucks. Donc voilà, divorce, déménagement, etc. Il en a parlé aussi, conditions physiques qui n'étaient pas top, bref, plein de trucs. Et donc, il avait un peu chuté à plus 2% à peine plus 2, alors que tu vois, si on prend les années récentes où il n'est pas blessé, donc il table du plus 11, plus 9, plus 11, voilà. Donc, je fixe la barre à 110. Est-ce que tu prends under ou over? Est-ce que tu crois à un retour en forme alors qu'il va déjà avoir 34 ans? Est-ce que tu penses que ça peut revenir en forme mais quand même pas à ce point-là? Qu'est-ce que tu fais par rapport à plus 10? Oh, ça me fait un coup de vieux de savoir que Lillard il va avoir 34 ans. Oh. Et je prends under. Prends le under, donc tu penses pas qu'il va aller taper le plus 10? Non, je pense qu'il va être à 108. Non, on s'est appelé hier, il m'a dit qu'il visait plutôt le 108 en vrai. Du coup, je lui fais confiance. Ouais, c'était aussi un peu mon raisonnement, c'est que je pense qu'on va rebondir, mais est-ce qu'on va rebondir à 110? Je suis pas convaincu. Mais c'est possible, hein, parce que, encore une fois, déjà 34 ans en 2024, c'est pas 34 ans d'il y a 10 ans, quoi. En termes de, on sait que les stars vieillissent quand même plutôt pas mal. Il y a qu'à voir LeBron qu'on a 52. Mais donc en un sens, il y a un peu cette vision de il va enfin faire une vraie année avec une vraie préparation, plutôt qu'une préparation où il sait pas dans quelle équipe il va être. Soi-disant, il va aller à Miami, finalement, il va au dernier mois en octobre ou en septembre à Milwaukee. Tu vois, j'hésite un peu pour le coup parce que c'est vraiment un niveau de shot making, un niveau d'attaquant à ce point élite, Lillard. J'hésite un peu, mais allez, je prends le under, je veux dire qu'il va être à 108, 109. Ok, à peine un peu en dessous, donc voilà. Mais tout de même, saison du rebond. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Saison du rebond, je suis d'accord. Ouais, d'accord. Donc under, et je t'en prie, tu peux proposer ton suivant. Moi, j'avais les Knicks 4,5 meilleure attaque de NBA. D'accord. Parce que l'année dernière, ils étaient 7e. Ouais. Et ils se sont débarrassés de Randle. Du coup, ça peut être emmerdant parce qu'il apportait un peu de passing et de post-up, mais au niveau du scoring, c'était assez mauvais. Et ils ont plus Hartenstein, du coup, et Mitchell Robinson qui est blessé, donc je vois bien un 5-out héliocentrique de Brunson. Et j'ai envie de croire qu'en plus, avec Karl Anthony Towns et un peu la continuité de l'effectif, ça peut être une des 5 meilleures attaques de la NBA. En plus, parce que eux, ils ont cette espèce de truc d'aller au rebond offensif qui les booste un petit peu offensivement. Donc je pense qu'avec un meilleur spacing et la même un petit peu approche aussi du rebond offensif et de l'attaque, ça peut devenir une des 5 meilleures attaques de la NBA. Qu'en penses-tu? Donc 4,5 ou 5,5 alors? Ah, putain, je suis con. 5,5, ouais. Bah oui. Bah oui, je sais, ouais. Donc 5,5. En même temps, c'est quelle idée.
Donc 5,5, si tu prends le over, ça veut dire que c'est top 5. Si tu prends le under, ça veut dire que c'est pas top 5. Ouais, donc je prends le over. Voilà. C'est bien fixé comme ligne parce que je ne sais pas si je prends over-under. Pour expliquer un peu, la version positive, ce serait de dire que le spacing va un peu tout débloquer et que ça va être à ce point fabuleux ce spacing-là. De l'autre côté, moi j'ai un peu le truc de quid de la création offensive un peu secondaire. Quoique tu me diras, bon, Towns, il est quand même pas beaucoup moins bon que ce que faisait Randle. Hein. En termes de création secondaire, c'était un peu même le même rôle pour le coup. Mais non, il y a aussi, tu vois, la question du rebond offensif et du jeu des possessions. C'est un truc qui était quand même primordial l'an passé. Et t'as perdu non seulement Randle, qui était très bon là-dessus, tu remplaces par Towns, qui va plutôt être dans le périmètre, c'est ce qu'on lui demande. Mais de facto, il va pas pouvoir y aller. T'as perdu aussi Hartenstein, qui était génial là-dessus. Robinson va être blessé une partie de l'année. Je sais pas à quel point en fait on va pouvoir un peu maintenir ce jeu des possessions, ce côté avoir plus de cartouches que l'adversaire et donc compenser un peu le jeu de demi-terrain par beaucoup d'attaques et beaucoup de points sur rebond offensif, sur deuxième chance. Top 5, ouais, je sais pas. Non, je prends le under. Peut-être pas de beaucoup, mais je prends le under. Je prends le under. Ok, moi je prends le over parce que je pense qu'ils ont pas vraiment le choix non plus. Je pense que s'ils veulent performer, ils vont être obligés d'être une des meilleures attaques de la NBA. Et je pense que ils vont pas au rebond offensif, ils vont y perdre parce que Hartenstein était vraiment fabuleux là-dessus. Je pense que Anunoby, Bridges, Hart sont des joueurs qui peuvent dans les agrégats entre guillemets un peu remplacer Hartenstein au rebond offensif. Je pense qu'Karl Anthony Towns aussi peut participer à ça. Donc je pense que ça sera l'approche, en gros la finalité de l'approche sera la même. Comment ça va se mettre en place, ça sera différent, mais je pense que la volonté sera la même d'un peu continuer à se créer des possessions en plus, en tout cas des cartouches en plus, et dans un meilleur spacing. Et je pense qu'ils ont vu que ça fonctionnait très bien aussi avec un Brunson un peu héliocentrique. Après, voilà, encore une fois, il faudrait que ça tienne au niveau des blessures et tout, parce que du coup, ils ont fait un effectif qui est un peu qui est très profond jusqu'à la 6e, 7e personne, mais après, du coup, il y a plus rien. Donc, il faut aussi que ça tienne là-dessus. Mais moi, je pense que ça... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quoi? J'ai dit une connerie encore? Non, mais super la profondeur. Non, mais l'effectif est ultra dense dans le top 3. Hein. Franchement, c'est une densité incroyable de top 3. Bah non, mais tu vois, ça peut... Au final, les Celtics, l'année dernière, ils ont montré qu'être dense sur 6 personnes, ça suffisait, quoi. En réalité. Bon, après, en même temps, au niveau de la NBA l'année dernière... Effectivement. Niveau NBA de l'année... Est-ce qu'elle compte vraiment la saison dernière de NBA? Au final. Oui, quand même, on n'est pas sur 2021. Non, tout de même. Tout de même. Bon, en tout cas, on a vu que Azad a eu à son anniversaire un calendrier pour le mot du jour, et donc le mot du jour c'était agrégat. On apprend un mot chaque jour avec Azad. Merci Azad. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, la question, pardon, blague à part, c'est à quel point est-ce que ce spacing peut compenser le jeu des possessions que tu perds, quoi. C'est un peu l'idée, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tiens, si tu me permets alors, tant qu'on est dans le top 5 de l'attaque, les Cavaliers, 5,5 en termes d'offensive rating sur demi-terrain. 5,5, est-ce que tu penses qu'ils vont être dans le top 5 sur l'attaque en demi-terrain ou pas? Pour te dire un peu le raisonnement, c'est est-ce que Kenny Atkinson peut arriver et peut faire en sorte que ça va mieux, avec en plus un Garland qui, on l'espère, va être bien meilleur aussi, qui va revenir de ses blessures à la mâchoire, à l'œil, etc. Est-ce que tu mises au-dessus dans le top 5 sur l'attaque sur demi-terrain ou pas? Alors, pas du tout. Ok. Parce que autant, genre, je veux bien croire à Kenny Atkinson et etc. Mais pour moi, au contraire, s'ils vont être bons en attaque, ça passera plus par générer les transitions avec une très bonne défense. Du coup, pour moi, moi je les avais, j'avais un over-under, 3e place de conférence pour les Cavs. Genre 2,5. Non, 3,5. Est-ce qu'ils vont être dans le top 3 ou pas? Mais pour moi, la défense va beaucoup plus jouer là-dessus que l'attaque sur demi-terrain. En fait, je trouve ça hyper casse-gueule, l'attaque sur demi-terrain dans une équipe où il y a un spacing qui est un peu boiteux, des intérieurs qui sont pas forcément hyper complémentaires, mais à l'inverse, je trouve que la transition et l'attaque qu'ils peuvent générer sur la transition sera peut-être plus intéressante, et à la limite, j'aurais été peut-être plus enclin à mettre top 5 sur le volume de transition ou l'efficacité sur transition, parce qu'ils ont des très bons joueurs de transition pour le coup, avec Struss, Mitchell et Garland. Ok, mais c'est parce que c'est pas du tout ça que je t'ai proposé. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi, parfois je m'emballe dans des trucs. T'as raison. Je vais changer, on va pas faire demi-terrain, on va faire attaque en général. J'ai envie de t'embêter. Si je te dis 7,5,
Offensive rating des Cavs, 7,5. Global, hein, pas que demi-terrain, pas que transition. 7,5, tu prends quand même le under? Ouais, je pense que ils seront top 10 attaque et défense, mais je pense qu'ils seront juste 10e attaque et genre 2e défense. Ok. Je pense que je prends le over quand même. Peut-être. Ah ouais, t'es chaud sur Kenny comme ça? Bah ouais, c'est ça, et surtout le fait que Garland, quoi. J'espère revoir Garland, le vrai Garland, parce que tu vois, il y a 2 ans, ouais, manque de spacing et tout, les Cavaliers, il y a 2 ans, ils étaient top 10, hein, attaque. Ouais, et puis ils avaient Okoro à la place de Struss, quoi. Exactement. Et Struss, il fait beaucoup de bien en attaque, il apporte énormément de liens, de mouvements et de possibilités un peu pour jouer aussi plus petit. Ah, t'es en train de me vendre ton 7,5 là? Non, je le prends pas. Je me ferai pas avoir. Parce que je te dis, hein, si tu regardes 2023, ils étaient quand même une très bonne attaque top 10. Avec, on espère qu'un Garland va revenir un peu à ce niveau, voire plus. On a un changement de personnel où il y a 2 ans, il n'y avait pas du tout, comme tu dis, tout ce qui était Niang qui va shooter, Dean Wade en tant que poste 4 qui stretch un peu, Sam Merrill, des mecs comme ça. Max Strus aussi, comme tu en as parlé. Je pense qu'il y a moyen. Alors c'est un scénario optimiste, mais en fait moi je suis assez téméraire hein, sur les over-under, tu le vois. Ouais, je vois que tu t'es réveillé vraiment pour brûler de l'argent, quoi. Genre, t'es là, t'es au casino, genre, t'as une soirée libre, tu t'es dit, vas-y, hop, on fait brûler le livret A. Très bien. Et donc, top 3 conf Est, tu prends le over ou under top 3 conf Est que tu Ah là, par contre, je prends pour moi, ils seront top 2, je suis assez facilement. Donc, ouais, je prends le over. Enfin, je les prends top 3, conférence Est. Top 3 conférence Est. Alors, qui est-ce qu'il y a? Il y a quand même Boston, il y a quand même Sixers, il y a quand même Milwaukee, il y a quand même les Knicks. Non, je vais pas prendre, moi. Quoi qu'en même temps, si je dis qu'ils sont très bons en attaque et qu'ils vont aussi être bons en défense. Bah ouais. Ouais, mais tu vois, c'est ce genre de truc. Ça peut se jouer à une victoire près. Et ça se trouve, ils vont finir 4e et t'auras pas le point, quoi, tu vois. C'est un peu. Bah ouais, mais d'un autre côté. En fait, le truc, c'est que c'est l'équipe qui peut continuer à fonctionner même avec 2 titulaires blessés. Et du coup, c'est un peu ce truc-là en réalité, sur une saison régulière, je pense qu'ils ont l'effectif pour continuer à performer et aller chercher un peu 50 victoires les yeux fermés avec le niveau défensif et offensif qu'ils vont avoir. Ah oui, je mets top 3. Ok. Tiens, tant qu'on est un peu là-dedans, j'en avais un pareil aussi, mais à l'ouest. Memphis, j'avais aussi noté Memphis 3,5 en termes de rang dans la conférence. Memphis, est-ce que tu penses que tu prends le over ou est-ce que tu prends le under? Oh là là, ça me fend le cœur, mais je vais prendre le under quand même. Top 3, ça me paraît énorme. Si je te dis 4,5, over, under? Non, under. Je pense qu'ils seront top 6. Voilà. Mais pas top 4. Donc tu penses pas qu'ils seront top 4? Ok. Donc non. Tu prends le under, je vais prendre le over, moi. Je pense qu'ils vont faire une grosse saison régulière. T'y crois pas du tout, alors je suis un peu étonné que t'y crois pas. Oh putain, mais tu me fous. En fait, le truc, c'est que je crois plus aux Warriors, par exemple, pour faire un truc comme ça. Ah ouais, non, moi j'arrête de me faire avoir par les Warriors chaque année. C'est fini. Je crois que c'est l'an dernier où il y a 2 ans, je dis qu'ils allaient être premiers de conf. Non, mais c'est bon, merci. Je jette l'éponge, les Warriors, moi. J'arrête. Podziemski, c'est très sympa. Wow, super. Non, mais j'arrête. Je démissionne. Non, pour Memphis, moi, le truc, c'est que Ja Morant va revenir à top niveau. On a enfin retrouvé un peu la configuration qu'on aimait bien. Donc, c'est-à-dire Jaren Jackson à côté d'un vrai pivot. Là encore, hein, je me répète, mais Zach Edey, le géant Zach Edey, pour réussir, il n'est pas forcément besoin de faire des post-up. Hein. C'est pas qu'un joueur de post-up, il peut aider sur pas mal de choses, sur la pose d'écran, comme Steven Adams, sur le jeu des possessions, le rebond offensif, comme Steven Adams, sur le fait d'être sur un pivot pour déployer Jaren Jackson off-ball, comme Steven Adams. Et en plus, contrairement à Steven Adams, il a des post-up. Mais donc j'y crois pas mal à ce côté Desmond Bane qui a beaucoup progressé, même si personne s'en est rendu compte parce que personne ne regardait Memphis l'an dernier. On a toujours Jaren Jackson qui est là, on a Ja Morant, on a aussi potentiellement des coups à faire en trade. On a qui d'autre? Tu peux parler de tous les titulaires, hein, tant qu'à tous les citer. Hein. Vince Williams. Non, on a le mec qui prend les 3 points et donc soi-disant ça fait un spacing, Marcus Smart. Non, mais blague à part, j'aime beaucoup. Et tu vois, j'ai un peu les mêmes limites. Je crois qu'on a parlé avec Baptiste. En termes de playoff, j'ai beaucoup de limites. Je suis pas sûr que le spacing soit assez bon pour que ça passe en playoff assez loin. Par contre, j'ai aucun mal à imaginer genre une grosse saison régulière top 4 à l'ouest. Donc moi, je vais prendre le top 4. Et toi, tu prends pas le top 4 alors? Non. Ok, non. Très bien. Eh bien, je t'en prie, tu peux continuer. Qu'est-ce que j'avais sur Memphis? Moi, j'avais Ja
avec plus de 22 drives par match. Ok, alors à quoi ça correspond? Eh ben, ça correspond à beaucoup. Ça correspond à beaucoup parce que l'année dernière, sur les 6 matchs où il joue Morant, il en fait 21 par match. Et l'année dernière, Shai en fait 23. Donc est-ce qu'il va dépasser est-ce qu'il va arriver au niveau un petit peu de SGA sur le nombre de drives par match? C'est beaucoup 22 quand même. Hein. 22 c'est beaucoup, je suis en train de regarder en 2023, avant sa blessure, il en faisait 18. Donc je pense qu'il va en faire beaucoup, mais je vais quand même prendre le... Attends, non, je suis en playoff, pardon. Excuse-moi, je suis sur la catégorie playoff. Et donc je recommence. Ja Morant en 2023, il en faisait plus de 20 par match déjà. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce qu'il va en faire plus ou pas? Tu vois, t'aurais pu m'embêter encore plus en mettant la ligne à 21 par exemple, tu vois? Ouais. Tu peux changer. 22, si tu laisses à 22, je vais prendre le under alors. Ouais, je prends le under. Ok, moi je vais prendre le over. Ok, donc plus de 22 drives par match. Ça peut s'entendre parce qu'en plus, on est dans une NBA où il y a toujours plus d'espace et où les standards de nombre de drives augmentent chaque année. Ouais. Donc ça peut s'entendre. On n'est pas loin, c'est vrai qu'on n'est pas loin, donc je peux comprendre. Donc 22 drives, je note, toi t'es over et moi je suis under. Ok, est-ce que t'en as un autre à nous proposer là, en back-to-back? En back-to-back, bah écoute, pas forcément sur les drives, mais j'avais un lien un peu avec les drives, j'avais Ivy, plus de 65% de réussite au cercle. Jaden Ivey, alors, pourquoi tu nous dis ça? Eh bien, pourquoi je dis ça? Parce que il y a un meilleur spacing aux Pistons, que c'est un joueur qui drive beaucoup et qui vit un peu par ça, mais qui est assez mauvais pour l'instant à la finition au cercle, qui est à 58 ou 59%. Du coup, c'est pas du tout élite dans ce domaine-là, alors que 65%, on se rapproche plus d'un truc vraiment correct, voire dans les meilleurs un petit peu dans son rôle-là. Et moi, j'ai envie d'y croire en Ivy, et j'ai envie de croire un peu dans ces Pistons, c'est un meilleur spacing et une meilleure utilisation. Du coup, c'est pour ça que j'ai envoyé Ivy au cercle. C'est un peu pour mettre la lumière sur les Pistons, leur spacing, et ce joueur que je trouve un petit peu... je sais pas, il est un peu déroutant à regarder tellement il part vite avec un ballon dans les mains, ou même sans ballon dans les mains. Mais ce premier pas, t'en avais déjà pas mal parlé. Je pense que c'est un joueur que t'avais dû scouter ou quoi. Et c'est vrai que moi, je le trouve assez déroutant à regarder parfois à quel point il part vite. Et du coup, j'aimerais qu'il finisse aussi bien qu'il commence, entre guillemets. Et du coup, j'aimerais bien qu'il soit au-dessus de 65% au cercle. Bah, il y a vraiment des éléments où il ressemble à Ja Morant sur certains trucs, mais il y a quand même des qualités un peu fondamentales d'élite qui manquent, quoi. Tu vois, par rapport à Ja Morant. Je pense qu'il y a Ja Morant, il y a un niveau de dribble fonctionnel qu'il n'y a pas trop avec Ivy. Pour le coup, Ja Morant, il y a un degré d'agressivité qu'on n'a pas avec Ivy. On a un degré aussi de verticalité au panier, de détente verticale, je veux dire. Parce que Ivy, c'est très explosivité, premier pas, génial, mais ça décolle pas très haut en fin de drive pour le coup. Donc ça manque un peu. Le toucher de balle aussi. Donc tu vois, si tu regardes de loin, tu dis ah ouais, c'est un peu Ja Morant 2.0, mais sauf qu'il y a 2-3 trucs un peu qui manquent un peu. Et de l'autre côté, c'est quand même un mec qui est justement pas un poulet sans tête. Je crois que j'en ai parlé récemment je l'ai pas mis dans mon top 10 des joueurs qui vont exploser, mais il était un peu aux portes. Il a quand même des très bonnes lectures en termes de passing. Donc j'aime bien aussi ce côté parfois peut jouer vite, mais aussi jouer plus lent qu'on ne le pense. Donc parfois un peu sous contrôle. Mais 65%, ça me fait haut pour le coup. Il était à 55 l'année rookie et 59 l'an passé. Est-ce qu'il va monter jusqu'à 65? Je vais prendre le under, même si j'espère le over. Peut-être on peut le formuler comme ça. Tu prends le over, toi, tu m'as dit. Ouais, moi je suis téméraire, comme ils disent les jeunes. Ok, et donc si je te propose Jaden Ivey 0,5 MVP en 2025. Con. Non. Je prends under. T'es pas téméraire à ce point. Non, j'ai quand même envie de gagner pour la deuxième fois d'affilée. Je vais faire un back-to-back, contrairement aux Celtics. Non, mais il répond. Non, mais je vais pas te donner un point là-dessus, ou alors si tu veux, je le prends aussi. Allez, ok. Jaden Ivey, je le mets. Jaden Ivey, 0,5 MVP, monsieur premier degré. Ok, tu mets under, hein, on est d'accord. Ok, ben moi aussi je prends under, comme ça on aura un point chacun, ça fait avancer le schmilblick. Non, bon alors, blague à part. Tant qu'on est sur Détroit, j'en avais un, moi, c'était Cade Cunningham. Non pas sur les tirs au panier, mais en termes d'efficacité sur drive, j'ai mis 50e centile. Est-ce qu'à ton avis, sur l'efficacité, la productivité en fin de drive, donc les lay-up plus les lancers francs provoqués sur des drives, est-ce qu'en termes de drive, efficacité sur drive, il va être au-dessus de la moyenne en 2025? Ah bah oui, du coup. Ok, sachant qu'il part de très très bas. Ouais, mais j'ai envie d'y croire. En fait, je pense que il y a une corrélation entre son amélioration et l'amélioration des Pistons.
Donc, et même son utilisation, je pense qu'elle va être mieux recherchée maintenant que le coach a changé. Donc, ouais. Ok, mais moi je vais prendre le under. Je pense que déjà s'il arrive à flirter avec les 50e centile, pardon, ça veut dire mieux que 50% des joueurs NBA, enfin surtout des gros drivers. On compare aux gros drivers évidemment. Et il faut savoir que cette année il était plutôt vers le bas. J'essaie de le retrouver en 2 clics là dans mon tableur, mais on était plutôt vers le bas, Tour le zone, Paolo Banchero, des mecs comme ça. Alors pas tout en bas avec Fred VanVleet, mais on était quand même très très inefficace. Et je pense qu'en fait le spacing va pouvoir aider un peu sur drive, mais je pense que le spacing va aussi l'aider à débloquer un peu, en tout cas à faire beaucoup de passing. Je serais choqué en tout cas s'il y a un peu un step-up à ce point significatif d'efficacité, de productivité sur drive, parce que voilà, il n'y a pas que l'espace, il n'y a pas que le spacing, il y a aussi des qualités un peu de lui-même, tu vois, il va pas tant que ça provoquer des lancers francs, il joue pas au niveau de sa taille, ça qui est un peu dommage, il a un style un peu lent, un peu grand, un peu imposant, mais il va pas encore totalement chercher, mais je pense que ça va augmenter. Mais je pense qu'on va être autour des 45e centiles, on va flirter avec la moyenne, peut-être on va le dépasser, peut-être que j'aurais faux, mais je l'espère aussi, mais je mise pas dessus. Parce que moi j'ai compris le but de l'exercice, c'est pas qu'est-ce qu'on souhaite, mais qu'est-ce qui va arriver. Oui, ça. Donc, ok pour Cade Cunningham. Est-ce que t'en as un autre à nous proposer? Ah oui, j'en ai encore une en vrai. J'avais Mark Cannon 0,6 de ratio de playmaking. Ah, c'est quoi ça? Alors, oh non, je te laisse expliquer les stats, tu le fais mieux que moi, puis à chaque fois tu me reprends quand j'explique une stat en plus. Non, je sais pas ce que c'est, donc vas-y, explique, moi j'ai aucune idée de ce que c'est. Foiré. Alors, du coup, le ratio de playmaking, c'est entre guillemets la division du pourcentage d'assist par le pourcentage d'utilisation, le usage rate, et du coup ça donne un petit peu la tendance d'un joueur à faire des passes ou pas en fin de possession, en tout cas dans son utilisation. Par exemple, on a des joueurs qui sont au niveau de la moyenne, enfin au niveau de 1, qui est l'équilibre parfait entre l'usage et la passe, et Markkanen il est plutôt proche de 0 par exemple, parce que Markkanen c'est un peu un rat, il aime pas trop faire des passes, il préfère garder le ballon pour lui ou l'envoyer au panier. Mais le truc, c'est que là, il vient de signer un énorme contrat. Et je me dis, c'est pas possible d'avoir signé Norman Powell finlandais aussi cher. Du coup, je me dis, ils vont bien forcément essayer de créer un peu autre chose autour de lui. Et vu que ça va être encore une année où le Jazz va rien jouer, mais encore une année où ils vont être bien coachés, je me dis peut-être que ça va être l'année où ils vont débloquer le passing de Markkanen. Mais pour l'instant, le ratio de playmaking de Markkanen, il est vraiment bas. Je sais plus exactement, je regarde en 2 secondes, il a 0,41. On est sur le 19e centile pour les forwards. Enfin, c'est vraiment très très bas. C'est un joueur qui finit les actions, mais une fois que le ballon lui est passé dans les mains, t'as peu de chances de le revoir, à part si t'attrapes des rebonds, quoi. C'est un peu l'idée. Bah, effectivement, tu as raison, j'aurais dû expliquer. Non, alors, en effet, ça décrit un peu la tendance d'un mec à passer versus scorer, un peu quand il a la balle entre les mains. Mais ça va pas de 0 à 1, ça va de justement un peu 0,3, 0,4 à parfois les meneurs pass first ont un ratio. Il n'y a pas d'unité, c'est un ratio, c'est un pourcentage par un pourcentage. Donc, t'as suivi des cours de physique, tu sais qu'on barre pourcentage, donc il n'y a pas d'unité pour un ratio. Et les meneurs pass first, ça peut aller à 0,5, 0,6, 0,7, des trucs comme ça. Bref, le chiffre, on s'en fiche, mais pour vous dire, il est à 0,4 effectivement cette année, donc assez peu passeur, mais 0,6 qui est ce qu'on retrouve à peu près dans cette zone-là. Autour des 0,6, on a des Grant Williams, on a des Pascal Siakam qui est à 0,66, on a Miles Bridges, on a Dorian Finney-Smith, on a Wendell Carter aussi qui est un peu passeur, mais pas top, on a Anthony Davis. Mais j'avoue que je sais pas trop, hein, je m'imagine pas trop le faire arriver dans cette zone, ou en tout cas, si ça arrive, c'est génial. Ça veut dire qu'il développe un peu cet aspect de ok, je suis une menace au scoring, et puis j'arrive enfin à exploiter le décalage que je crée avec du passing. Un peu en fait le step-up Duncan Robinson. En fait, tu mises un peu là-dessus. Robinson qui était aussi un très mauvais passeur, il faisait juste scorer, et puis un jour il s'est mis à faire des passes et donc exploiter un peu les décalages. Tu t'attends un peu avec Lauri Markkanen à un step-up à la Robinson, quoi. Bah, je me dis, il faudra qu'il vienne parce que sinon ça fait cher, quoi. C'est juste que ça fait très cher pour Norman Powell, sinon. Encore un petit peu, enfin, j'ai souvent un peu cette rengaine là-dessus avec Norman Powell et Markkanen, mais franchement, en termes d'impact, genre, je vois pas une différence extrême, et pourtant, le traitement, genre, médiatique et même salarial est genre vraiment très, très, très différent, quoi. Et pour l'instant, franchement, c'est pas la défense de Markkanen qui me fait dire que ça vaut une si grosse diff que ça, quoi.
Je pense que tu exagères un peu, mais je suis quand même un peu d'accord dans l'idée. Je pense que la différence, c'est tout de même la taille, mine de rien, qui fait. Et le fait que voilà, on peut faire partir le tir quand même beaucoup mieux avec cette taille-là, plus la polyvalence du profil aussi un peu plus. Tu vois, c'est un mec qui peut aller au post-up, punir des petits aussi parfois, ce genre de choses que Powell ne peut pas faire. Mais non, mais je suis d'accord aussi que pour moi le gros contrat, il est là. Pourquoi est-ce qu'on a donné ce contrat? C'est pour pouvoir l'échanger en fait. Hein. Clairement, il fait pas du tout partie de la timeline, je pense pas. Mais on avait un peu ce truc de il était en fin de contrat, non seulement premier élément fin de contrat, et en plus c'est un contrat qui avait été signé à l'époque des Cavs, je crois, et donc il n'est pas du tout explosé dans un rôle plus grand. Donc en fait, il était largement sous-payé. Donc en gros, si le Jazz voulait l'échanger, ça aurait été non seulement un retour assez faible, parce que tu aurais eu un petit salaire en échange, et en plus, fin de contrat, les mecs n'allaient pas non plus surpayer 4 picks de draft pour un mec qui potentiellement pouvait se barrer 6 mois plus tard. Donc là, voilà, on l'a prolongé, et l'été prochain, on l'échangera, je pense, contre un beau package, alors que là, on l'aurait échangé contre beaucoup moins. Non, je vais prendre le under. Tu prends le over, toi, ou pas? Non, pas du tout. J'y crois absolument pas. Ok, donc under. Donc en fait, tu voulais juste taper sur lui, quoi. C'est gratuit. C'était. Ok. C'est ça. Ok. Voilà, super. Très bien. Bon, on l'embrasse en tout cas, s'il nous écoute. Tiens. Où est-ce qu'on peut aller? Tiens, pour t'embêter. Oh waouh. Moi, j'en ai pris un qui est sympa. Porzingis et Al Horford. 2500 minutes cumulées sur la saison pour ces deux-là. Est-ce que tu prends le over, est-ce que tu prends le under, sachant que, pour un peu expliquer, on sait que Porzingis a été blessé et va passer sur le billard, ou est déjà passé sur le billard, mais en tout cas en convalescence. Il est déjà passé sur le billard, ouais. Voilà, il est déjà passé et il doit un peu se remettre, mais il est un peu forcé pour les finales. Ok, donc il va manquer une partie de l'année. De l'autre côté, Al Horford, il a 30 draft 2007, donc ça remonte, hein, il a quoi, 38, 39, un truc comme ça. En tout cas, il est assez vieux. Je crois qu'il va avoir 39 dans les finales, là. Ouais. Ouais, voilà, dans les finales à la télé. Qui regarde à la télé, c'est ça que tu veux dire. Mais bref, non, pour blague à part, je mise un peu. Je pense que la ligne est intéressante de la fixer à 2500 parce que Porzingis l'an dernier, c'est une 60aine de matchs, je crois un peu moins, c'est 1600 minutes. Et Al Horford, qui a aussi pas mal joué, c'était 1700. Et je me dis, avec un Porzingis blessé et avec un Al Horford plus vieux qui va peut-être être ménagé, pour justement faire un peu comme l'an passé et le ressortir beaucoup en play-off, mais la saison régulière était quand même beaucoup moins bonne. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec les 2500 minutes cumulées pour les deux? Je vais dire over, mais pas de beaucoup. Hein. Ok. Je pense qu'ils vont un peu plus tirer sur Horford, mais non, je vais dire under. Parce qu'à mon avis, connaissant les loulous, ils vont jouer la sécurité et ils vont faire jouer le fantastique Luke Cornett et Tillman et Keta. Et donc je pense le under, mais j'avais une stat un peu en lien avec Boston aussi et le fait que Porzingis soit pas là, donc c'est intéressant. Ouais, vas-y. Mais moi j'avais le pourcentage de turnover adverse. Et l'année dernière, je crois qu'ils étaient derniers à ça. Et je les verrais bien être dans le top 20 au moins cette saison. Parce que justement, Tillman, ils sont un peu allés le chercher pour ça. Au moment du trade de Tillman, il est dans les joueurs qui génèrent le plus de turnover adverse et même de contre aussi. Ouais. Et c'est un peu un playmaker défensif comme tu les appelles. Et c'est vrai que je pense qu'ils vont un peu plus tirer là-dessus parce qu'ils peuvent plus vraiment faire du drop de qualité. En vrai, Al Horford, il est fantastique sur plein de trucs, mais en défense de drop, non. Pour le coup, genre, tu peux être très bon en défense, tu peux être un intérieur très bon en défense et pas être bon en défense de drop, c'est ok. Et c'est vraiment le cas d'Al Horford. Tillman, c'est pareil. Et Cornett est pas catastrophique, mais bon, c'est pas non plus genre... c'est pas Walker Kessler, quoi. Ouais. Moi, Cornett, il me laisse de glace, hein, donc... Oh, fantastique. J'ai vraiment bien fait de me réveiller ce matin. Tu vois, il y a des jours, je sais pas trop si ça vaut le coup de me réveiller. Ce matin, je suis vraiment content de l'avoir fait. Vu que Boston, ils peuvent plus avoir un peu leur défense très conservatrice de forcer les tirs compliqués ou défendre très fort au cercle. Ouais. Je pense qu'ils vont peut-être un peu plus insister sur la création de turnover. D'où le fait de mettre ce over-under à 20, qui est peut-être un peu bas, mais d'un autre côté, il part de tellement loin que je me dis c'est une bonne ligne, quoi. C'est une bonne ligne. Ok, moi je prends under. Je pense pas qu'il soit dans le top 20. C'est pas trop les schémas, mais c'est vrai c'est un peu intéressant le cas Tillman. Mais même à leur fin, tu vois, tu parlais du drop. Même en finale, on l'a vu. En fait, il faisait du switch.
Alors Ford, c'était schéma en switch et derrière on va le protéger, alors que Porzingis ça fait un drop, mais avec ce truc aussi de on joue avec les match-up. Hein, donc Porzingis n'était pas sur le pivot adverse, donc il n'avait pas à affronter le drop de Luka Doncic avec Doncic plus pivot, je veux dire. Bref, on va pas refaire les finales, mais non, je pense pas top 20 non plus. Mais alors que j'adore, hein, Tillman, c'était un joueur hipster, etc., qu'on connaissait. C'est le mec à côté de Jaren Jackson à Michigan State, un mec qu'on adore depuis longtemps parce que c'est un mec qui est hyper intelligent. Et c'est un peu comme ça, en effet, qui survit en NBA. C'est parce que il décolle pas du sol très très haut. Il est un peu lourd, mais il y a quand même des qualités. Il a pas de shoot non plus, pas trop de spacing, mais il a quand même des qualités de passing, de défense de post-up. D'ailleurs, il avait été un peu recruté pour ça, à mon avis, au cas où il y a un Jokic en finale. Et en fait, en effet, alors tu vois, j'en avais un sur lui aussi, du coup. Moi, c'était pour un peu je t'ai dit le minutage combiné de Porzingis et Horford. Je t'en propose un sur Tillman. 1500 minutes sur la saison pour Tillman. Est-ce que tu prends le over ou est-ce que tu prends le under? Moi, je suis un peu tenté de prendre le over dans le sens où je pense que c'est un mec qui, justement, va avoir beaucoup de minutes. Et je pense que Brad Stevens aussi, en fait, il a toujours 6 mois d'avance dans ses trades parce que bon, il aurait pu servir en termes de défense de post-up de Jokic, ok, mais je pense que c'est déjà un peu pour préparer la suite. Et tu vois, c'est un mec qui, comme tu dis, avec cette intelligence, ce playmaking défensif, on va pas pratiquer les mêmes schémas, mais il peut être vachement utile. Il peut aussi créer un peu d'attaque de par le dribble and-off et de par son passing depuis le périmètre. Et vu les blessures, je pense que voilà, tu vois, Derrick White qui est recruté aussi en 2022, il aide sur le run de playoff 2022, mais c'est un recrutement qui est aussi pour la suite. Et on l'a vu. J'aime beaucoup Brad Stevens et je pense que c'est un très bon coup qu'il a fait pour pas cher du tout. Qu'est-ce que tu penses des 1500 minutes sur l'année? Ouais, je prends au-dessus. Et je pense qu'on pourrait même s'amuser à prendre un over-under sur son nombre de 3 points tentés par match. Je pense qu'ils vont essayer de pousser ça le plus possible aussi sur les moments où il y sera. Pour faire un peu, déjà, ils l'ont fait en pré-saison. Et je pense que il est obligé d'être au moins un peu menaçant à 3 points. Et je pense que c'est un peu la dernière partie labo qu'ils vont tester sur lui. Alors attends, 1500 minutes, pour dire, hein, si on divise 1500 par 82 matchs, ça voudrait dire qu'il jouerait 18 minutes par match en moyenne, sans manquer aucun match. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il peut jouer plus parce qu'il est titulaire, ou alors dans la rotation. Mais il y a aussi des fois où si Porzingis est de retour et qu'Horford joue pas mal, il peut aussi être le 3e intérieur de la rotation. Donc la ligne me paraissait intéressante à 1500 parce que voilà, c'est 18 minutes en moyenne sur la saison. Donc tu prends le over aussi ? Ouais. Ok, prenons over tous les deux et tu me disais quoi sur les 3 points aussi alors? Bah, je sais pas à quelle ligne on pourrait mettre, mais je pense que ça va être intéressant à suivre est-ce qu'il va en prendre un par match? Bah, ouais, on peut prendre par match, on peut prendre par 100 possessions à la limite vu qu'on n'est pas sûr du minutage. Ou est-ce que c'est un peu trop tiré par les cheveux? Là, il était à 1,4 3 points tentés par 100 possessions. Je pense qu'on peut mettre le over-under à 3. Il double. À 3? Il double son volume à 3 points. 3. Allez. Par 100 possessions. Par 100 possessions. Et moi, je prends le under facilement. Et toi, tu prends le over. Ok. Donc voilà. Attends. J'ai dit une connerie. Il en est à 5 tentés par 100 possessions et 1,4 rentrés. Ah, d'accord. Ok. Donc 5 tentés. Et tu veux monter à combien la barre alors? Eh ben, 7. Ok. Et tu prends over. Et je prends over. Ok. Je prends under toujours. Ok. Moi, je pense pas qu'il va shooter. Mais non, je pense pas qu'il va shooter. On va se faire un peu des trades, si ça te dit. Vas-y, j'en ai 2. Donc des nombres de matchs pour des joueurs. Est-ce qu'ils vont être tradés ou pas? Le premier, je commence. Brook Lopez, 40 matchs à Milwaukee. Over, under. Oh non, over. Je pense qu'il va rester. On rappelle qu'il est en fin de contrat. Hein. C'est pour ça que je dis ça aussi. Il est en fin de contrat. Et on sait qu'il y a des équipes intéressées. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où ça se passe pas bien défensivement ou même tout court ça se passe pas bien? Est-ce qu'ils veulent en tirer un truc? Peut-être... tu vois, j'imagine bien les Rockets revenir faire un push ou un truc comme ça, mais je pense je vais prendre over aussi. Je pense pas qu'il va se faire échanger, peut-être pas. Mais le risque, je pense pas que la prova soit nulle, hein, qu'il y ait un échange de Brook Lopez, mais je vais quand même prendre le over pour le coup. Ils vont quand même finir le cycle, je l'espère, le cycle ensemble, et ensuite on tournera la page l'été prochain. Ingram, 40 matchs Ingram aux Pelicans. J'avais 41, tu vois, pour Ingram. Ouais, et alors? J'espère under, hein. J'espère under, mais je pense over.
C'est des mous un peu, les Pelicans quand même. C'est un peu des lâches. Je pense qu'ils feront pas de décision. Et ça va rester comme ça. D'accord. Donc Markkanen, il est nul. Les Pelicans, c'est des lâches. Ok, très bien. Tout va bien. Non, tu veux dire qu'ils sont pas très proactifs toujours, quoi, pour le coup. Voilà, c'est ça. Je sais pas, parce que ça se trouve, le temps que le podcast soit publié, tu vois, il sera aux Kings, déjà. Oh, le rêve. Oh, vraiment, le rêve. Bah ouais, en plus, DeRozan et Ingram, ça serait sympa, l'équipe des longs 2. Avec Sabonis. Oh là là, fantastique. Avec un intérieur qui fait pas de protection de cercle et des mecs qui tirent les talons sur la ligne à 3 points. Oh, je rêve de voir ça. Je pense que je prends le over aussi. Ouais. Je pense que je prends le over. Continuons. Zach LaVine, 40 matchs à Chicago. Là, j'avais 30, moi. Moi, je pense under. Je pense qu'ils vont vite le trade. Donc, under 40. Je vais prendre under aussi. Entre les blessures et les trades. Je crois que l'an dernier, j'avais gagné grâce aux blessures, non? Un truc comme ça. Jarrett Allen, 45 matchs à Cleveland, over-under. Oh non, là, cette année, ils vont en finale de conférence avec l'effectif actuel. C'est pas du tout la question d'ailleurs, mais du coup, over. Je suis d'accord. Après, on peut aussi avoir une blessure de Jarrett Allen qui joue pas du tout, ou qui joue peu. Donc c'est pour ça que l'équipe est géniale, parce qu'il y a du spacing, mais il n'y a pas de Jarrett Allen, tu vois. Ah, mais du coup, l'équipe est pas géniale sans Jarrett Allen. Franchement, ce serait trop triste, en vrai. Je serais déçu. Tu veux placer une attaque personnelle sur quelqu'un des Cavs, là, du coup, vas-y, je t'en prie, t'es lancé, non? Non, Ok. Nick Claxton, 40 matchs à Brooklyn, over-under. Oh, je m'en fous, en vrai. Genre, les Nets, qui c'est qui Comment va ça, aller tu t'en chercher fous? Claxton? Bah, je sais pas, genre, c'est les Ah, Nets, quoi. Non, mais justement, est-ce que quelqu'un va venir le chercher? Mais pour faire quoi? Qui en voudrait, par exemple? Ah bah, moi j'en veux, hein. Moi j'en veux. Bah, si je suis les Pelicans, je vais le chercher de suite. Ah, ouais, oui. Ok, oui, mais les Pelicans, on a dit que c'était des mous. Donc déjà, faut les effacer. Oh, il y a eu un bruit hyper suspect derrière, là. Est-ce que tu as bu ou pas, Zad? Ce matin, non. Non, pas ce matin, ok. Voilà. Mais non, je veux dire over. Je vois pas le trade. Ok, si je te propose, moi aussi je dis over. Oui, faut que tu dises, ouais. Ouais, si je te dis D'Angelo Russell, over, under 40 matchs. Oh, le sketch que ça va être les Lakers cette saison. Ouais. Allez, je vais dire under. Un peu de spectacle. Moi aussi. Je vais dire under. Si je te propose Jeremy Grant, 40 matchs aux Blazers. Oh, ça c'est Portland aussi. Mais qui c'est qui va aller chercher Jeremy Grant? Ah bah, moi, in my book, plein d'équipes. Toi, in your book. Qui c'est qu'on voudrait pour de vrai? Denver? Un petit retour à Denver? Ah, franchement, il y a plein d'équipes qui peuvent le vouloir. Bah, tu vois, ne serait-ce que les Lakers. Moi, je pense que je fais l'échange. Mais la question, c'est est-ce que tu penses qu'il va bouger ou pas? Allez, ça bouge. Ok, donc tu dis under, hein. Under 40 matchs. Ouais, allez. Très bien. Faut que tu dises toi aussi. Hein. Non, moi j'ai dit under aussi déjà. J'ai dit under pour Jeremy Grant. Et j'en avais un dernier, mais j'arrive pas à le retrouver. Tant pis. Non, j'arrive pas, tant pis. Est-ce que tu en as un à nous proposer, donc après, sur les trades d'ailleurs ou autre? Genre les trades, j'avais je voulais pas trop en faire parce que je savais que t'allais en proposer plein. T'as plus d'imagination pour là-dessus. J'avais que la Vine Ingram. Mais par contre, moi j'en ai un sur Lively et je me disais, est-ce que Lively, il irait pas chercher les 5% de fréquence à 3 points la saison prochaine? Tu veux pas parler comme un être humain normal, genre 1 ou 2 par match, non? T'es pas obligé de te la péter hipster des stats avec les auditeurs, hein. Juste tu dis 1 par match et c'est bon, on a tous compris. Mais ouais, mais 1 par match, c'est trop. 5%, tu vois, c'est pour dire qu'il va, c'est expérimental un peu, genre il va en prendre de temps en temps, quoi. Bah, tu peux dire 0,5 par match. Ouais, vas-y, on va dire 0,5 par... Non, mais c'est trop encore. Oui. 0,3 par match. Voilà. Attends. Alors, 0,3. Alors 5%, c'était clair pour tout le monde. 0,3 par match. 82 fois 0,3, ça fait 24 tirs sur toute l'année. 24, c'est encore beaucoup trop pour toi, 24 tirs sur toute l'année? Allez, non. 0,6 alors. 0,6. On fait le double. On double. 0,6, 3 points fois 82 matchs, ça nous fait 50 matchs, 49 tentatives à 3 points sur l'année. Donc 0,6. Ouais. Je sais pas s'il va les tenter, les 3 points. Je pense que oui. Ah,
Je pense que si, quand Ouais, même. je pense que oui. Je vais dire plus, moi. Je vais dire over. Toi, tu dis over aussi? Allez. Ah oui, moi j'ai envie de rêver un peu. Et tant qu'à faire sur Lively aussi, je pensais que t'allais aller sur ça, sur l'aspect un peu de création et de volume, parce que c'est un mec qui a l'air de démontrer un peu de flash parfois. Je crois qu'il était à 20% d'usage. On va peut-être pas prendre celui-là. Peut-être en termes de panier assisté plutôt. Où est-ce qu'on est, Lively? Hop, j'arrive plus à retrouver mon truc. Je crois qu'il était très très assisté l'an passé avec quasiment pas de création. Il était à 80% de panier assisté l'an passé. Si je te dis 76, tu prends over-under. 70 ou 76? 76% de panier assisté. Donc 3 quarts de son jeu. Je dis under. Under, donc c'est-à-dire quoi? Mais genre 75, quoi. Ok. Genre, il va faire 75, 74, quoi. Donc moins que 76. Ouais, je pense aussi. Ouais, under, ça veut dire moins en anglais, ouais. Oui, mais selon le sens. Ouais. Selon le sens. Hop. Ok, très bien. Tiens, tant qu'on est dans les paniers assistés, j'en ai un. J'en ai un qui s'appelle Alperen Sengun. Il y en a qui s'appelle Alperen Sengun. Si je fixe la barre à 55, est-ce que tu prends over-under pour expliquer un peu? Donc le nombre de paniers assistés, pardon, c'est à quel point est-ce que tes paniers sont créés par autrui ou pas. C'est un peu l'idée, vu que assisté, c'est a priori ça a été créé par autrui. Et donc, en fait, Sengun, c'est vrai que c'est un peu la déception l'an dernier, c'est qu'on n'a pas eu d'explosion offensive parce que il était revenu beaucoup plus dans un rôle de finisseur que ce qu'on lui connaissait avant, c'est-à-dire que saison dernière, il était à 65% de ses paniers qui étaient assistés, alors que en 2023, il était à 52%. Donc, il était plus créateur avant l'arrivée de Himeke Udoka. Ime Udoka, pardon, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un K. Ime Udoka. Et donc, si je te dis 55, est-ce que tu prends le over, est-ce que tu prends le under, est-ce que tu penses qu'il va rester un peu finisseur, ou est-ce que tu penses qu'on a l'explosion de créateur Sengun? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, je sais pas si son rôle va beaucoup changer en réalité. J'ai l'impression que ça va un peu stagner là-dessus malheureusement, donc je vais dire le over pour dire que ça sera plus que 55. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis un peu réticent. Je redoute un peu ce côté non-explosion. Non pas que j'aime pas le joueur, mais peut-être pas encore les bons schémas offensifs pour lui, quoi, pour le coup. Mais tu vois, là où c'est intéressant, c'est que, comme je te dis, hein, les deux premières années en carrière, il était à peine à 50% de panier assisté, ce qui, d'ailleurs, pour des standards de pivot, c'est incroyable. Et c'est vraiment dans des zones de créateurs, hein, à peine 50% de panier assisté. Donc voilà, je te rejoins. Est-ce que... Tiens, j'en ai un dernier sur les assistés. Après, je te laisse la parole, pardon. Evan Mobley. Evan Mobley, j'ai fixé la ligne à 67 % de panier assisté. Pourquoi est-ce que je l'ai mis à 67? Parce que c'était son score de l'année rookie. 67% de ses paniers étaient assistés. Mais depuis 2 ans, c'était beaucoup remonté. C'était bien remonté. C'était autour des 70, même plus que 70. Donc, est-ce que tu penses que tu prends le over-under? Est-ce que tu penses qu'il va redevenir un peu plus créateur? Ou bien rester, comme d'habitude, comme depuis 2 ans, dans ce rôle de finisseur majoritaire? Je pense qu'il va rester dans son rôle parce qu'ils vont pas faire de trade. D'accord. Tu vois, s'il y avait eu la paire de Jarrett Allen ou la paire de Mitchell ou Garland, j'aurais pu parier sur le fait qu'il soit plus créateur. Là, je vois pas en quoi il serait plus créateur. À la limite, il pourrait peut-être être plus passeur. Si tu m'avais fait le over-under sur l'assist percentage ou les trucs comme ça, peut-être ça aurait bougé. Mais sur la création pour lui, non, je vois pas le curseur vraiment évoluer. Tu le vois même pas revenir à ses standards de l'année rookie, alors? Mais c'est pas par rapport à lui, hein. C'est vraiment par rapport à les créateurs qu'il y a déjà autour de lui plutôt. Donc tu vois, c'est pas en mode il peut pas le faire ou ça a pas de sens. C'est plus que il y a déjà bien meilleures choses à faire autour de lui pour de la création. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de l'envoyer plus à la création lui. Je pense que d'ailleurs ce serait pas forcément une idée flamboyante entre guillemets. Ok, donc désormais on utilise des mots au hasard apparemment. Flamboyant. Moi je vais prendre le under 67. Donc je pense qu'il va redevenir un peu plus créateur. J'avoue que j'ai assez confiance sur ce qu'on a vu en fin de saison, et c'était quand même pas mal du tout, hein, la création contre Boston, etc. Quand Jarrett Allen était blessé, et surtout je me dis bon, Kenny Atkinson, peut-être qu'on peut le remettre dans du spacing, Evan Mobley, le laisser créer un peu plus. Et en fait c'est pas tant le fait que enfin ok, il y a Mitchell et il y a Garland à côté, d'accord, mais tu vois par exemple tout ce qui est création de la part de Caris LeVert, peut-être qu'on peut réduire ça et donner des ballons de création à Evan Mobley, tu vois, je me dis ça peut être intéressant, quoi. Donc je vais prendre le under, je mise un peu là-dessus, mais peut-être que je me trompe. Ok, et donc je te renvoie la balle. Eh ben très bien, qu'est-ce que j'en fais de la balle? Est-ce que je vais sur du collectif ou de l'individuel? Plutôt collectif.
Est-ce que Jokic va encore avoir plus 20 de on-off cette saison? Je ne sais pas. Pourquoi il était à combien là? 23. Qui est son backup cette année? DeAndre Jordan. Il y a encore Jordan? Ouais, mais en fait, tu vois, oui, il y a encore, oui. Oui, désolé d'ailleurs de te l'apprendre, mais oui, il est toujours là. Et je me dis, le banc, il va être vraiment mauvais, ouais. Mais je sais pas si le starting five va être à ce point bon qu'il était l'année dernière. Et avant, on se marrait un peu sur les on-off parce que c'était juste le backup qui était un peu catastrophique de Jokic. Là, le problème, c'est que ça fait 2 années de suite qu'ils perdent un titulaire ou un joueur majeur qui est important, et du coup, ils vont piocher dans le banc pour mettre un joueur dans le starting five à la place ou leur donner un rôle principal à la place. Et au bout d'un moment, bah, ça commence à être un peu limite, quoi. Et je me dis que Jokic, je sais pas jusqu'à quel point il va pouvoir faire des miracles. Il y avait un peu ce truc-là de genre, Jokic, c'est un peu la solution à énormément de problèmes. Mais il y a au bout d'un moment où genre quand c'est trop picot, quoi. Et là, je me demande si ça devient pas un peu trop limité à Denver pour que Jokic il puisse toujours briller à ce point-là, quoi. Ah ouais, et surtout après le jeu à deux avec Jamal Murray, tu vois, la paire, il y en a pas deux, quoi. Donc, vu qu'on cite les slogans de pub de Thierry Ardisson, tant qu'à faire. Non, alors le plus 20 de on-off, alors c'est pas que le backup, hein, on se moque un peu de parfois on va chercher un backup nul pour faire gonfler les chiffres de on-off avec et sans. Bah oui, si t'as un backup qui est nul, ok. Bon, c'est pas que ça, il y a aussi la performance du mec, bien entendu. Mais donc ça fait 2 ans, c'est vrai qu'il était à plus 20 et plus 21, quasiment plus 22 de on-off sur Basketball Référence. Un peu moins sur Cleaning the Glass pour le coup, tu vois, quand on enlève un peu tout ce qui est garbage time. Mais donc toi, tu miserais quoi alors par rapport à ces on-off? Tu miserais quand même toujours une énorme importance parce qu'autour, ça s'est un peu appauvri. Alors, c'est ça? Ouais, mais d'un autre côté, j'ai peur qu'il puisse même pas bien performer avec ce qu'il aura sur le terrain. Du coup, je vais dire under. Je pense qu'on va avoir une mauvaise saison de Denver. Ok, je crois que je vais dire over alors. Je vais dire over, moi. Sur le plus 20, parce qu'en effet, ça s'est un peu appauvri autour de lui. Bon, de manière un peu logique et normale. Moi, ouais, je vais dire over. Je vais dire over. Et d'ailleurs, j'en avais un là-dessus, dans ce thème-là. En juin prochain, Jokic 4,5 MVP. Over ou under? T'es con. Pourquoi? Mais parce qu'il en a, là, il en a 3, on est d'accord. Enfin, non, il en a 4 dans ton monde à toi, mais sur la réalité, il en a 21, 22, 23, 24. Ça fait 4, non? Donc, est-ce que tu penses que l'an prochain, il aura, bon, blague à part, est-ce que tu penses qu'il va être MVP cette saison? C'est un peu ça l'idée. Ben non, parce que vraiment, je pense que Denver, ça va être cata, hein. Ok. Enfin, pas que ça va être cata, genre, KCP, c'est pas non plus, c'est pas à tel point une pointure qui fait que ça fait changer le curseur à ce point-là. Mais je trouve que déjà l'année dernière, il y avait des signes annonciateurs que ça tournait pas forcément aussi bien. Et le problème, c'est que je sais pas si Julian Strouwer et Christian Brown, ça va exploser au point de pouvoir ramener Denver au niveau où ils étaient il y a 2 ans. Quand il a été MVP pour la 3e fois du coup. Et ouais, non, je pense pas. Je pense que le MVP l'année prochaine, ça va être SGA. Bah, c'est ça, je pense que est-ce qu'il va être MVP cette année? Je pense pas. Là, en 2024, le soufflet, enfin, la fatigue des votants était un peu retombée, donc ça va, il l'a eu. Je pense que ce sera toujours le meilleur joueur du monde. Je pense pas qu'SGA va devenir meilleur que lui. Oui. Par contre, c'est pas ça le MVP. Le MVP, c'est qui est le meilleur joueur de l'équipe qui a le plus excédé les attentes médiatiques de début de saison. C'est littéralement ça. C'est même pas la meilleure équipe de qui a le plus excédé les attentes. Donc je pense que ça sera soit peut-être un Doncic, soit un SGA. Je mise plutôt sur SGA parce que si, comme dit, ils font 65 victoires en saison régulière comme je l'ai prédit, ce serait SGA. Donc je pense pas Jokic non plus. Ouais. On est d'accord. Mais d'ailleurs, j'en avais un rapide aussi. Denver, j'avais proposé, vu qu'ils avaient fait 57 victoires l'an dernier, si je te disais 57,5, tu prends under, alors c'est ça? Ouais. Ok, alors vu que c'est pas marrant, je vais te proposer 54,5. Ah, super. 54, je vais dire under, mais 53, j'aurais dit over. Voilà. 54,5, je vais prendre over. Je vais prendre over tout de même. Okay. Tout de même, je vais prendre over parce que Julian Strouwer et pas Strouwer. Strouwer va exploser. Mais non, mais je pense quand même que ça va être bon. D'ailleurs, dans ce thème-là, j'en profite, j'en cale une autre. Les Timberwolves, tiens, ça fait longtemps que t'as pas insulté quelqu'un sur ce podcast. Timberwolves, j'ai pris le même total de victoires que l'an passé, 56, et donc je te propose les Wolves à 56,5. Qu'est-ce que tu en penses? Under. 56,5, tu dis under. Je pense que
Ouais, je pense que la défense va sous-performer comparé à l'année dernière. Et je sais pas si l'attaque va tant s'améliorer que ça. Je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que, genre, ils ont rajouté Dante DiVincenzo, donc qui fait beaucoup de bien à leur spacing. Mais du coup, ils ont rajouté Julius Randle aussi. Franchement, j'ai un peu des crises de panique quand j'imagine Randle et Gobert ensemble sur le terrain offensivement. Donc ouais, je suis pas convaincu. Et je pense que eux, ils vont un peu retomber. Tu vois, ce serait un peu eux mes Sacramento de l'année dernière, tu vois. Mais du coup, plus sur le côté Oh offensif, pour le coup. waouh, comme tu dirais. Je suis aussi insupportable que ça quand je le dis, mon Dieu. Et ouais, non, je pense que ça va un peu retomber. Ils vont être mieux attaqués. Et je pense que ouais, ça tiendra moins bien que l'année dernière. Et en plus, il y a de meilleures équipes. En fait, il y a plus de bonnes équipes la saison prochaine à l'Ouest qu'il y en avait la saison dernière. Du coup, je pense qu'il y aura moins de victoires dans tous les cas pour les Wolves. Je suis quand même moins sévère que toi sur cet aspect. Ils vont régresser. Je pense même pas qu'ils vont régresser. Mais après, c'est vrai que le total de victoires, ça dépend aussi de qui est dans ta conférence et enfin qui est-ce que tu affrontes. Et donc voilà, comme on l'a dit, une année 2023, il y avait très peu de mauvaises équipes, il y avait une homogénéité qui avait été assez record pour le coup, donc aucune très très grosse équipe et aucune très très mauvaise non plus. L'an dernier, c'était l'inverse. Je pense que l'équipe va pas forcément être moins bonne que l'an dernier. À voir l'impact, quel impact aura l'absence de Towns, mais moi je crois beaucoup en Azrid et je pense que Julius Randle peut être revendu en pièces détachées contre tu vois, un Cam Johnson plus un Dorian Finney-Smith ou un truc comme ça. Donc je suis assez intrigué, mais je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, dire over-under, ça me bloque pas mal parce que je pense pas qu'ils vont être moins bons, mais en même temps, bon allez, je vais dire over. Je vais dire over. Je vais perdre, mais tant pis, je dis over. Ils vont peut-être avoir 57-58. Quoique, non, ça fait beaucoup. Non, allez, je dis under. Je dis under, mais je pense qu'il va être aussi bon que l'an passé. Ok. Est-ce que tu en as à nous proposer? Ouais, moi j'avais un peu des awards, vu qu'on a déjà fait ceux de Wemby. J'avais Nembhard 0,5 MIP la saison prochaine. Nembhard, ok. Et vu qu'on a dit Wemby qu'il l'avait, je suppose que lui on va dire qu'il l'a pas. Bah, tu fais ce que tu veux, tu peux miser 2 fois, mais c'est juste qu'il y a une fois où tu vas perdre un point, quoi. Mais, tu vois ouais. Mais bon, vu que je vais gagner le jeu, ça devrait. Ouais, non, je vais pas prendre Nembhard MIP, mais je crois à une très bonne saison du joueur. Je pense qu'il va bien s'intégrer d'ailleurs dans l'équipe d'Indiana, et je pense que c'est d'ailleurs ça qui va aussi leur permettre de maintenir un peu un niveau offensif bon, c'est que ils vont plus s'appuyer aussi sur Nembhard et sur Siakam, et un peu tu vois, un peu rééquilibrer leur jeu, et que ce soit pas juste courir, entre guillemets. Même si c'est déjà pas vraiment le cas, mais... T'as pas un truc plus intéressant que MIP du coup, genre usage, genre efficacité, genre points par match. Il y a pas un truc sur lequel tu pourrais un peu mettre ton étendard et dire 15 points par match. 15 points par match, et donc ça tu prends over? Allez, je prends over. 15 points par match, over. Il était à combien cette année du coup? Je crois qu'il était à moins de 10 points par match. D'accord. Putain, je fais des vidéos sur des joueurs et je suis pas capable de citer leur nombre de points par match. Vraiment, je suis nul en marketing. Je vais prendre le under. Je prends under pour Nembhard. Ok. J'en ai à te proposer dans ce thème d'individualité. Jalen Johnson, 24% d'usage. Est-ce que tu prends over ou under? Donc usage, le volume de responsabilité. Jalen Johnson, en gros, est-ce qu'on mise sur un peu une saison de l'explosion à un plus haut niveau, sachant que là, on l'a vu très très bon dans un rôle de connecteur défenseur, mais avec quand même des flashs de création. Mais est-ce que les flashs vont se concrétiser? Il était à 18%, donc un petit volume de grosso modo 3e, 4e option d'équipe. Est-ce qu'il peut devenir le 2e joueur de ces Hawks? 24% d'usage, est-ce que tu y crois ou pas? En fait, je crois pas qu'il y aura un joueur aux Hawks à plus de 20% d'usage à part Bogdanovic et Trae Young. Je pense qu'on va avoir un héliocentrisme assez élevé et du coup, je vais dire under. Jalen Johnson, under, et si je te propose 22% par exemple d'usage? En vrai, je descendrai jusqu'à 21 et à partir de 21, je dirais over. Donc à 22, tu dis under, hein, on est d'accord? Ouais, à 22, je dis under. Toi, tu dis over à 22? À 22, je vais dire over, moi. 22, je vais dire over parce que je pense que... Cleaning de glace ou... Comment, pardon? Basketball. Cleaning de glace ou basketball référence? Ouais, cleaning the glass, ouais. Assist et scoring. D'usage, le volume total. Banchero, 7 assists par match. Over, under? Over. Pour le Banchero,
Over de beaucoup ou pas de beaucoup, 7 assists par match? 7,1, mais over. T'avais noté toi-même 7,1 ou? Non, mais c'est comme ça que je l'imagine sur la ligne de stats ESPN. Là, quand je la visualise dans ma tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que pour dire, l'an passé, il était à 5,5 passes par match. Je sais pas si je pense qu'il va le faire ou je sais pas si j'espère qu'il va le faire. Mais pour moi, plus tu lui donnes de responsabilités et plus tu l'utilises en créateur, mieux ça va être. Parce qu'il a quand même un passing de très bon niveau, voire même potentiel pour faire des lectures très avancées et être vraiment un top passeur, je trouve. Donc voilà, après, ça va aussi dépendre de lui, sans doute, à quel point est-ce que lui veut prendre le tir dans des situations plutôt que de faire la passe. Mais donc 7 assists par match, sachant qu'il était à 5,5 cette année. Ouais, je vais prendre le over aussi. Je prends le over. Ok, très bien. Je te repasse la main. Très bien. Zion Williamson, 1,3 points par tir tenté. Ok, ça correspondra à quoi, soit du coup? C'est très efficace, c'est ça? Ouais, ça correspond à ses 2 dernières saisons avant la saison dernière où il était que à 1,22 la saison dernière. Et avant, c'était 1,3 et 1,31. Ok. En gros, est-ce qu'il peut repasser en non pas efficacité brute, mais relative à la moyenne? Est-ce qu'il peut repasser à plus 10% relative à la moyenne, par exemple? Un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. En carrière, il a fait 113 en 2021, donc plus 13%, plus 12% en 2023. Et en 2024, il est tombé à plus 5% à peine. Ouais, donc toi, tu dis over par rapport à ça? Ouais. Je pense aussi, et du coup, j'en avais un autre à te proposer, qui était Zion Williamson, 0,5 apparitions en All NBA First Team. Qu'est-ce que tu me dis? Oh, le coquin. Je vais dire... Ah non, faut pas que je dise... Oh. Je vais dire under, mais j'aimerais tellement over. Mais je vais dire under. Comme tu veux, hein, tu peux dire over. Non, mais je pense que les votants, ils vont mettre encore, tu vois, genre Tatum, les mecs qui vont gagner genre plus de 60 matchs sur la saison, des trucs comme ça. Je pense que le niveau des Pelicans va pas être assez haut pour que les mecs se disent putain, c'est vraiment lui, genre le meilleur ailier de la ligue. Alors que c'est potentiellement le cas. Mais je pense que les gens vont pas le faire. Voilà. Donc j'ai pas confiance aux votants. Mais sinon, moi, si ça tenait qu'à moi, oui, ce serait over. Mais du coup, je vais dire. Tu ne crois pas à la saison de la méga explosion des Pelicans et de Zion? Parce que tu vois, si les Pelicans font top saison, ils sont top 4 à l'ouest, ça peut être pas mal en termes de positionnement narratif, tu vois. Oh, tu me fais rêver quand tu dis des trucs pareils. Mais j'ai pas envie d'y croire parce que après ça va me faire trop mal le retour à la réalité. Je vais dire over. Moi, j'ai envie de parier sur Zion cette année. Je vais dire over. Je suis téméraire. Tant pis, je perdrai des points. Mais non, alors justement aussi là-dessus, Pelicans, c'était intéressant. Si je te dis Pelicans, le rang du rating, 10,5 en défense et 5,5 en attaque. Est-ce qu'ils seront dans le top 10 en défense? Est-ce qu'ils seront dans le top 5 en attaque? Qu'est-ce que tu prends over-under pour ces deux-là? Je prends top 10 attaque, mais pas top 5. Non, je prends... Oh, Zad. Je prends top 10 défense, mais pas top 5 attaque. Ok, donc 10,5 tu prends, ils seront top 10. Donc ils seront top 10 en défense. Pour expliquer pourquoi je mets cette barre-là, c'est parce qu'ils étaient 8e, 7-8e je crois l'an passé. Oui. Ils ont perdu Valanciunas qui aidait sur certains points, notamment le rebond, surtout pas tant la protection de panier, pas tant le pick and roll, mais sur le rebond. Et donc on va avoir un line-up très petit et très léger, a priori sur pas mal de séquences. Donc est-ce que la défense va glisser et à quel point? Je pense que je vais prendre aussi un peu le over, enfin en tout cas dans le top 10. J'ai envie de dire qu'ils sont top 10. Est-ce que tu crois à ce que carrément l'attaque explose au point d'être top 5 attaque? Non, l'attaque j'y crois pas à ce point-là, parce qu'il y a, en vrai, ça dépendra de quand Ingram sera trade, quoi. Ouais, ça peut dépendre de ça. Mais bon, ouais, pour l'instant. Donc pas top 5. Non, pas top 5 attaque. Et si je te mets la barre à 7,5 plutôt que 5,5, est-ce qu'ils sont dans le top 7 ou pas? Non, ils seront top 10 dans les deux, mais ils seront pas top 5 dans les deux. Ok, moi je prends le top 7. Je prends over 7,5. Ok. Donc je pense qu'on a, enfin c'est un peu ça l'idée, c'est à quel point est-ce que on peut déverrouiller totalement Zion. Hein. C'est un peu pour ça que je voulais un peu tout mettre ensemble, mais ça se fait de le mettre dans du spacing génial, donc sans pivot, etc. C'est voilà, le côté James Borrego, l'assistant coach offensif qui est génial en termes de système, le combiné avec Trey Murphy, ce genre de choses dans spacing génial. J'ai envie d'y croire, donc je vais dire au moins top 7. Ouais. Je pense que top 7, ils seront en attaque. Est-ce que la défense va tenir? Je sais pas. Je sais pas. Mais on verra. Je te laisse la main. Ok, très bien. Moi, j'avais un petit over-under
Est-ce qu'on va avoir un Donovan Mitchell plus efficace? Du coup, moi, j'avais 1,25 points par tir tenté. Et un peu dans l'esprit, j'hésitais entre l'efficacité ou le pourcentage de paniers assistés. Ouais. Avec peut-être plus de création pour Garland. Et en fait, je misais sur un retour de Garland et je faisais passer le over-under sur Mitchell. Mais un peu, je me dis, ça peut avoir un effet domino très bénéfique. Voilà, j'arrive pas à parler. Très vertueux d'avoir un retour de Garland justement pour l'efficacité de Donovan Mitchell et du coup plus d'utilisation aussi sans ballon. Du coup, voilà, je mettais 1,25 points par tir tenté pour Mitchell. Il était à 1,19 la saison dernière. Et il n'a jamais fait 1,25 point par tir tenté. Quoique en 2023, il était 1,24,9. Donc bon, ça va. On y était presque, grosso modo. Ouais, je vais prendre le over aussi. Je pense qu'on va avoir une saison efficace et c'est vrai qu'on peut lier ça à quel point il va être assisté ou pas. C'est vrai qu'il était à peine à 36% de panier assisté l'an dernier, ce qui devait être top 5, top 10 des mecs les moins assistés. Ce qui est un peu dommage avec son profil parce que c'est quand même un excellent shooter, ouais. Notamment off-ball, et sauf que t'as l'impression que c'est pas utilisé, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc j'ai envie de me dire qu'il jouera un peu plus off-ball, il sera un peu plus assisté, donc peut-être un peu plus efficace. Ok, donc over tous les deux pour 1,25 points par tir tenté. Est-ce que tu en as un autre? Ouais, moi j'avais Jaylen Brown. Est-ce qu'il va enfin être plus efficace que la moyenne? Donc j'avais 100 true shooting plus pour Jaylen Brown. Ouais. Donc tout ça pour dire le under, je suppose, du coup. Oui. Non, je vais dire le over. Je pense qu'il va faire... Je pense que ça va être la saison de l'explosion de Jaylen Brown. Je pense que son contrat va commencer à se justifier cette année. Alors j'ai un problème. Il faut que tu me dises soit 99,5, soit 100,5. Mais parce que vu que c'est extrêmement probable qu'il tombe sur 100, on pourra pas départager. Donc qu'est-ce que tu me dis précisément? Eh ben, je dis 100,5. 100,5, ok. Et donc tu prends le over 100,5. Donc forcément au-dessus de 100. Je crois que je vais prendre le under. Donc comme ça, j'ai le 100 qui est inclus là-dedans. Comme ça, voilà. S'il est pile à 100 de true shooting plus, donc pile au niveau moyen d'efficacité de NBA. Donc toi, tu dis over et moi, je prends under. Je pense qu'il va être autour des 98, 99, 100 peut-être. On verra ça. Ok. Pas d'où sort un peu cet espoir d'un coup sur Brown. Est-ce que tu penses à une surchauffe à 3 points? Est-ce que tu penses à une bonne saison? J'avoue qu'à l'âge où il est, je pense que il est qui il est au bout d'un moment, quoi. Ouais, mais j'ai encore envie d'y croire. Un tout petit peu. T'as envie d'y croire ou t'as envie de faire croire aux gens et aux auditeurs que t'y crois? Non, mais je pense que même son utilisation pourrait être meilleure cette saison. J'ai l'espoir d'avoir plus de finition et moins de création, en fait. Ça aurait pu être pareil que Mitchell sur le pourcentage de paniers assistés, où je le verrais bien réaugmenter. Ok. Très bien. Si je te propose Jimmy Butler. Si je te dis 29,4% d'usage, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que c'est son plus haut total en carrière qu'il a fait il y a 2 ans à Miami. Et la conversation autour de l'usage, du volume de responsabilité est intéressante avec Butler parce que, comme dit, c'est toujours une de ses forces. C'est une star qui n'a pas besoin de vampiriser le jeu, donc ça c'est bien. Sauf que ça c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est que parfois il va un peu trop dans ce sens-là. Il prend pas assez de responsabilités alors qu'il devrait. Et le 2024, l'an dernier, il a un peu trop abusé. Il a pas du tout assez pris de responsabilités. Il avait un usage qui était assez ridicule. Donc, je te propose son plus haut total en carrière d'usage qu'il a jamais fait, 29. 29-30, c'est la barre symbolique des stars. Hein. La majorité des stars NBA sont largement au-dessus des 30 actuellement. Et comme en plus, il est en contract-year, on l'a vu qu'il s'est pointé au Media Day sans faire une coiffure bizarre. Il est venu très clean, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est pas la saison sérieuse de je me pointe au Media Day, je fais la bonne photo, je me pointe en match, je prends un gros volume de stars comme on veut, comme ça j'obtiens mon contrat. Vu qu'en plus je suis assez vieux, 34-35 ans, bon, faut pas trop tarder non plus à avoir le contrat. Je sais pas ce que t'en penses, over-under au niveau de cette usage de Jimmy Butler. Over. Donc tu penses qu'il va porter ses responsabilités? Je pense qu'il va porter ses 2 grosses responsabilités, ouais. Ouais. Et Très classe. je pense même que ça va être nécessaire pour Miami. Et je verrais bien en plus une saison où il va y avoir potentiellement des trades. Tu vas en parler de la Vine tout à l'heure. Ouais. Donc je pense que ça va être pas mal tourné autour de Butler parce que c'est lui et Bam, c'est les seuls joueurs de Miami que je suis convaincu qu'ils seront encore là à la fin de la saison alors que le reste pas trop. Et du coup, je pense qu'il y a moyen qu'il file un peu plus les rênes, en tout cas qu'il le force à les prendre
pour s'assurer un peu une saison correcte autour un peu des échanges qu'il va y avoir autour du duo Bam Adebayo Jimmy Butler. Bah, je suis assez d'accord. Je suis d'accord et en plus, voilà, il est vraiment contractir. Il a envie de rester à Miami, mais Miami lui dit bah non, mais il faut quand même, on veut plus. Il a 35 ans, donc faut pas non plus trop déconner. Je pense que cette année, on va un peu plus forcer que d'habitude, tu vois. On va un peu retrouver les standards de 2022, l'année où il force un peu au niveau du scoring et de l'utilisation. Miami finit premier de la conf. Tiens, c'est bizarre ça. C'est presque comme s'il y avait un lien, mais mais voilà pour Butler. Je te laisse la main. Est-ce que toi, on a d'autres à nous proposer? Ouais, j'en ai un petit dernier. Ouais. En fait, je crois qu'on est arrivé au bout de ma liste et j'avais Emmanuel Quickly, 0,5 sélection All-Star Game. J'avais la même. Alors. Je vais dire under, mais j'aimerais vraiment que ce soit over, mais je vais dire under. Eh bien, ouais, je suis comme toi. Je suis un peu comme toi. Je voulais te le proposer, en fait, parce que je crois que t'aimes bien Quickly un peu comme moi. Mais je vais dire quand même under, ouais. Après, le All-Star Game, le truc, c'est que, tu vois, Scottie Barnes l'a été. All-Star, parce qu'à l'Est, enfin pas qu'à l'Est, mais déjà c'est l'Est. Mais en plus, quand t'as une blessure, c'est pas du tout méritocratie. C'est le Adam Silver qui décide de qui y va selon les marchés. Donc, ça me choquerait pas qu'il y soit, mais je miserais pas sur le fait qu'il y soit. Mais je pense quand même qu'il va exploser individuellement. Mais après, c'est toujours pareil. Hein, tu sais, déjà, il n'y a pas assez de place pour envoyer des mecs dans des bonnes équipes. Alors, un mec dans une mauvaise équipe, en général, c'est assez rare, quoi, mine de rien. Ouais, tu vois, je me dis, après, Tyrese Maxey l'a été, mais le problème, c'est que l'équipe fonctionne pas aussi bien. Enfin, Toronto va pas aussi bien performer que Philadelphie, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Je suis d'accord. Alors, si t'en as plus trop, j'en ai quelques-uns derniers pour finir. Il y en a un qui va te faire plaisir. Sacramento Kings, 40,5 victoires. Over ou under? Under. Donc Sacramento, qui l'an passé était autour des 45-46, je crois, à victoire. Pourquoi est-ce que tu prends le under 40? J'y crois pas et je pense qu'ils vont s'en rendre compte aussi et qu'ils vont un petit peu potentiellement ça va être une équipe qui va avoir des trades aussi cette saison. Moi je me dis la greffe DeMar DeRozan va pas forcément fonctionner et du coup ils vont un peu peut-être bazarder tout ça et je pense que c'est plutôt une équipe qui va être en dessous du play-in, qui va jouer à 44 victoires. Donc ouais, non, j'y crois pas trop cette saison. Ils vont faire des trades, mais peut-être des trades pour s'améliorer en fait, tu vois. S'ils échangent Kevin Huerter contre Zach LaVine, ça sera quand même un peu mieux, non? Oui, c'est vrai. Alors je dis n'importe quoi, mais un peu un truc comme ça. J'avoue que là où j'hésite un peu, c'est que j'y crois pas trop non plus à cette équipe-là. Après, le fait est que la conférence Ouest, elle est quand même assez dense. Donc je me dis, qui va être une mauvaise équipe à l'Ouest actuellement? Il n'y a pas des tonnes qui vont être très très mauvais en 2025, parce que je pense que les Spurs vont être meilleurs, je pense que Memphis va être meilleur par rapport à l'an dernier, je pense que les Rockets vont être meilleurs. En très mauvaise, je vois juste Utah et Portland en fait finalement. Et donc je me dis, il y aura pas, comme on disait au tout début en fait, il y aura pas autant de mauvaises équipes contre qui gagner des matchs quoi au final. Donc je sens bien venir 2 ou 3 accidents comme ça. Je dirais quand même over, genre 42, 43 victoires, mais pas forcément génial, mais au moins play-in, tu vois, ce genre de truc. Donc je dirais ça. Ouais, c'est peut-être un peu bas le under. En fait, le under, il est peut-être un peu méchant. Je pense que je peux dire over, mais pas de bon. Alors attends, je vais changer. Si je te dis 43,5. Mais du coup, je vais dire under. Under 43,5. Ouais, je pense que je vais dire ça aussi. Under 43,5. Over 40, mais under 43,5. Donc ouais, dans cette zone-là. Voilà. Et si je te dis un fun, Clippers 40 wins aussi dans la saison. Oh mais pourquoi j'ai envie d'y croire aux Clippers? C'est une catastrophe. Mais oui, oui, over. Ok. Je prends under sur les Clippers. Je pense qu'on en a parlé dans les previews, mais pour moi la fourchette c'est le plus grand écart qu'on ait en NBA. Parce qu'on peut avoir un scénario optimiste où la défense devient élite et on a James Harden qui reprend un peu de volume et on a Kawhi Leonard qui est Kawhi Leonard. Donc c'est une équipe qui est configurée pour être très bonne, voire même passer 1 ou 2 tours en playoff. C'est vraiment à ce point, ça peut être à ce point élite la défense et en plus le style de jeu qui est très pour les playoffs, le cibler un match-up et l'attaquer. De l'autre côté, je pense aussi qu'il y a un scénario cata ou mauvais qui est pas si improbable que ça se passe pas bien, que Kawhi Leonard est blessé et que même on fasse péter le projet en fait. Donc 40 wins, tu vois. Ouais. Je prends le under.
Je mise sur la catastrophe, même si j'adore beaucoup, j'adore le plafond, comme toi, mais je mise sur la catastrophe, 40 wins. Est-ce qu'il t'en reste ou est-ce qu'on a fait à peu près tout sur ta liste? On a fait tout sur ma liste. Eh bien, finissons avec le mien. On n'a pas parlé du tout, il faut quand même qu'on en parle. Les Lakers, qu'est-ce qu'on pense des Lakers au niveau des victoires, au niveau de la saison? Qu'est-ce qu'on en pense si je te dis 48,5 victoires en 2025? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est dur de parier contre LeBron James et Anthony Davis. C'est un peu l'idée. Mais en même temps... Ils ont fait combien de victoires l'année dernière? Ils avaient quand même pas mal de... Du coup, j'arrive pas à le retrouver, évidemment. 47. Ouais, tu vois. Je vais dire au-dessus. Je vais dire over. Ok, alors c'est pas marrant. Si je te dis 50,5. Quoi, t'as dit combien? Over, under, 50,5 victoires. Ah ouais, 50,5, je dis under. Ouais, mais c'est peut-être trop 50,5, non? J'ai peut-être un peu abusé. Quoique non, tu vois, Dallas était 5e avec 50 victoires. Donc c'est un bon point de repère. Est-ce que tu penses qu'ils vont être top 4, top 5 ou pas? 50 victoires et demie pour les Lakers. Non. Non, under. Ok, eh bien moi je vais dire over. Je vais dire over, pourquoi? Parce que je mise sur JJ Redick, déjà que j'adore. Mais non, je mise aussi sur un effectif un peu remodelé. Je pense qu'il va y avoir un trade qui va tomber. Ouais. Et comme je crois beaucoup en cette équipe, en LeBron James, Anthony Davis, etc., je pense que le bon trade peut bien refaçonner l'équipe, tu vois, ne serait-ce que gagner des points en défense ou ce genre de choses. Tu vois, tu parlais de Jeremy Grant, qui c'est qui peut le vouloir? Tu mets un Jeremy Grant là-dedans avec sa défense, par exemple, ça peut être pas mal, quoi. Plutôt qu'avoir un Russell qui est un peu redondant avec ce que fait Austin Reeves en termes de créateur secondaire. J'ai envie de dire au-dessus de 50 victoires, mais sachant que je vais me rétamer. Mais on n'a pas parlé des Warriors non plus. Qu'est-ce que Warriors, où est-ce que... Moi j'avais top 6 de la conférence. Ah, donc il t'en restait des trucs. Bah tout à l'heure je l'ai dit, tu m'as dit que tu veux plus parier sur les Warriors, du coup je l'ai pas ramené. Ah oui, pardon. Non, mais moi personnellement, je mise plus sur le fait qu'ils vont être forts, mais on peut parier sur eux, oui. Donc dis-moi, top 6, tu dis quoi toi? Ouais, je dis qu'ils y seront. Dans le top 6. Ouais. Ok. Non, moi j'en ai marre. Je veux pas me faire avoir. Moi je dis en dehors du top 6. Fantastique. J'aimerais beaucoup, hein. J'aimerais beaucoup, mais tu vois, pour moi ils ont un peu loupé leur intersaison, dans le sens où on n'a pas réussi à ramener un deuxième créateur d'attaque de bon calibre, quoi. Et on a bien vu que Klay Thompson n'était plus ça. Mais sauf qu'il est parti et qui va un peu prendre la place, quoi. C'est un peu le problème de l'an passé, c'est que ok, t'as Stephen Curry, mais t'as qui à côté en fait? Ouais, je sais pas, avec Melton, une construction un peu différente, j'ai envie d'y croire pour la saison régulière en tout cas. Mais je suis peut-être aussi un peu plus bas que la moyenne sur à quel point Podziemski peut faire un step-up en termes de créateur. J'adore le profil, hein, mais j'y crois pas trop à la création pure, tu vois. Passeur de pick and roll un peu sympa, avec plus de pick and roll par match, oui, mais j'ai du mal à voir d'où vont venir les points. À moins que ce soit une masterclass de système huilé collectif, avec, comme tu dis, un peu tout le monde qui augmente son volume, mais c'est pas trop ce qu'on a vu ces derniers temps, quoi, au final. Donc ça me paraît un peu court, en fait. Ou alors explosion individuelle de Kuminga qui émerge dans ce rôle-là, mais même là, quoi, tu vois, je suis un peu dégoûté qu'ils aient loupé 2-3 options là sur le marché, ou un Paul George évidemment, mais même un Mark Cannon, ça aurait été intriguant au moins de le voir là-dedans, même si je sais que toi tu l'aimes pas. Mais ok, donc toi tu dis top 6, moi je ne dis pas top 6. Je pense qu'on peut s'arrêter là, non? On a fait pas mal d'over-under au final, Azad. On a fait pas mal, j'aimerais pas être celui qui va les compter en tout cas. On en a fait pile 60. Voilà, pile 60, donc on a 60 points à distribuer. Si, 60. On en a fait 60? Bah ouais, mais ça va vite hein, quand on enchaîne Brook Lopez, Ingram, Zach LaVine, Jarrett Allen, le trade, et quand on enchaîne 5 sur Wembanyama, est-ce qu'il sera MVP ou pas? Quand on enchaîne, ça va vite. Hein, donc 60 points à se distribuer, on se donne rendez-vous l'été prochain, mais en tout cas merci beaucoup Azad d'être passé sur le Basket Lab pour cette grande messe des over-under. Et bah merci beaucoup, c'était un chouette dimanche matin et j'espère que... Bon là j'arrive même pas à finir l'épisode, c'est bon, on peut couper. J'arrive même plus à parler, je suis trop fatigué. Et bonne journée à tous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, normalement, si tout va bien, nous sommes le mardi 22 octobre, et donc nous avons fini absolument tous nos épisodes d'intersaison, c'est-à-dire le top 100, c'est-à-dire les bilans, et même donc les previews avant le début de saison. Bon, et ben voilà, oui, alors non, juste sur l'épisode, normalement, essayez de voir sur le Discord si on a réussi à monter un site vite fait pour faire ce petit jeu des over-under. N'hésitez pas à venir nous rejoindre là-dessus et on pourra peut-être faire un jeu. On verra ça. Et puis donc
fin de saison, en tout cas plutôt, fin d'intersaison. Je ne sais pas combien d'heures on a produit sur la NBA durant cette intersaison, mais je crois que c'était pas mal, c'était pas mal, et alors que j'en ai pas fait entre le 20 juin et le 20 juillet, grosso modo, j'ai fait un mois de pause un peu forcée, pour le coup, mais on a quand même enchaîné 30 épisodes de bilan, on a fait pas mal d'épisodes entre-temps, ensuite on a fait le top 100, 20 d'affilée, on avait quelques épisodes par-ci par-là, après le top 100, on a même fait YouTube, les 30 Wemby en 30 jours, si ça vous dit. Bref, donc j'espère que ça vous aura plu et j'espère que la saison vous plaira d'autant plus. On va évidemment rester branchés. Je vous confirme que l'hebdo recommence donc lundi prochain. L'hebdo comme tous les lundis, l'hebdo tactu, l'hebdo tactique et actu. Et donc sur ce, je vous souhaite une magnifique saison 2025 ce soir dans la nuit ou alors demain au réveil. Et je ne sais pas pourquoi on va se retrouver, mais on va se retrouver très bientôt dès le début de la saison, n'en doutez pas. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Asa d'être passé sur Basket Lab une nouvelle fois. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.